Voilà. Je sais qu'il y a des forêts maintenant. On a le plaisir, bien sûr, de le recevoir. Comment dire, il est sociologue, professeur et directeur de recherche au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines, Paris-Tech. Donc, il vient nous parler d'un art qui ne laisse pas une trace dans la pierre ou sur une toile. Aussi, faut-il l'approcher à travers des médiations, des partitions, des instruments, des interprètes, une scène, un public, bref, la passion musicale. Donc, à vous, voilà. Donc maintenant, il va écouter, on va écouter. Vous ouvrez bien grand vos oreilles et puis merci, monsieur. Merci. Merci pour votre patience. Non. J'ai essayé de faire pardonner mon retard, mes ennuis d'Internet, on n'est pas trop d'Internet, en étant particulièrement brillant. C'est pas à la hauteur de ses promesses. D'abord, merci de m'avoir invité. L'idée de la passion musicale, c'est donc un livre que j'ai publié, qui est en fait la retranscription d'une thèse d'État que l'on faisait à l'époque, soutenue en 91, qui était sur la médiation musicale. Et souvent, les livres ont le même titre de ce qu'on va faire après. Et donc, l'idée n'est pas évidemment de vous parler de ce livre directement, mais plutôt maintenant que ma carrière commence à être avancée, un âge avancé, de faire le point en revenant sur ce qu'a pu être ma sociologie de la musique, avec l'idée que la sociologie est souvent assez malhabile pour parler des arts en général et de la musique à cause de son point de vue critique ou dénonciateur. C'est-à-dire que l'essentiel de la sociologie a consisté à laisser la musique aux esthéticiens, aux musicologues pour la musique, ou à l'histoire de la musique, à ne pas s'occuper de l'œuvre elle-même et à s'occuper des conditions dans lesquelles on voit les œuvres, et au mieux et au pire, c'est un peu exagéré, à dénoncer ce prétendu amour de musique qui est en fait un jeu social de différenciation et de distinction. Et moi, dès le début de mon travail sur cet objet, pour lequel j'avais un attachement très fort, mais beaucoup de sociologues de la musique ont un attachement très fort à la musique, mais ils s'efforcent de le mettre sous le boisseau et de ne pas en tenir compte pour faire leur travail scientifique. Et moi, je trouvais que là, il y avait à la fois un respect des personnes, des goûts, des choses, des œuvres, une attitude que je trouvais faussement critique. C'est-à-dire que ça suppose déjà que la musique, on sache ce que c'est, on sache ce que ça fait, c'est un objet stable, et puis bon, laissons les autres s'en occuper. Nous, on l'étudierait de l'extérieur. Alors que mon propos n'était pas de revenir à l'esthétique, parce que souvent, elle a le défaut inverse, elle prend la musique pour un donné, puis c'est ce qu'il y a sur les partitions, les étudie, et plus on aura gratté ce que Bach aura écrit, ou aussi la forme du motet au XIVe ou au XVIe siècle, ou l'évolution des genres de la musique classique, on aura rendu compte d'une espèce de domaine autonome. Et donc, mon projet était en quelque sorte de faire de la sociologie de la musique, mais pas comme on dit à quelqu'un qu'on lui fait la peau. Au contraire, en respectant, en essayant de me servir plutôt de la musique pour comprendre la sociologie qu'elle nous propose. Donc, ouvrir cet art qui, en effet, à la différence de la peinture, ne se laisse pas capturer dans un objet, sur un mur, un tableau fixe qui n'a pas bougé en 300 ans. Là, la musique, le pensif, c'est l'inverse. Il faut toujours la refaire, elle est insaisissable, c'est pas les notes, c'est quand même un gros là. Hein, quand on dit à un pianiste, c'est son prof dit à un pianiste, tu joues des notes, ça ne va pas du tout être un compliment. Ça veut dire qu'il fait bien des choses qui sont les objets de la musique, mais il n'arrive pas à faire cette autre chose, plus difficile à définir, qui serait la musique. Alors, est-ce qu'on est pris dans cette espèce de dualisme qui consisterait soit à être autour d'un autel, en somme, avec une déesse compliquée parce qu'elle est un peu diaphane ou évanescente, et on serait juste là à se prosterner et à essayer de la faire vivre, ou au contraire, ce serait de l'extérieur, à regarder en gros les fidèles autour dans ce temple et à dénoncer leurs croyances ou à montrer qu'ils s'illusionnent sur l'objet de leur amour.
pense qu'il y a des tas d'autres positions possibles. Alors l'idée de la médiation, qui est un mot un peu compliqué, que j'ai abandonné d'ailleurs depuis, parce qu'il est à la fois trop large et trop étroit. L'idée de la médiation, c'était pas de faire une théorie de la musique comme différente des autres arts. En gros, la médiation, c'est quelque chose qui est différent d'une cause ou de moyens. Et c'est très lié aux pratiques artistiques. Et quand vous appuyez sur une sonnette, ça sonne. Quand le rapport du musicien à la partition, à son clavier, même de l'auditeur au répertoire, au disque, n'est pas un rapport, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que sorte quelque chose. Donc là, il y avait bien un outil autour de la médiation qui m'intéressait. Mais ce n'est pas lié à la musique. Hein. Je veux dire, vous voyez un tableau isolément, qui emmène des enfants dans un musée, c'est qu'en voyant des Rubens, on regarde éventuellement les fesses des dames, mais pour le reste, ça ne dit rien à personne. Si on voit de l'art contemporain, ou de l'art moderne, disons, plus prudent, les gens restent perplexes. Donc, c'est pas vrai qu'on regarde un tableau sans médiation. Il y a un musée qui nous l'a mis, il y a la formation, il y a l'académie, il y a le fait même qu'il y a un cadre qui vous dit ça, c'est un tableau, c'est pas simplement un dessin d'un enfant. Donc, il y a toute une série de médiations qui présentent l'œuvre. Ce n'est pas une différence radicale avec les autres arts. Mais je dirais que l'avantage du modèle de la musique, c'est que c'est le sens commun. Le sens commun. On part d'un art, aussi vous dites aux gens intéressés, aux amateurs, aux praticiens, aux instrumentistes professionnels ou à différents producteurs professionnels, que la musique, il faut se mettre ensemble pour faire surgir de façon tentative, comme disent les Anglais, de façon en faisant des efforts pour faire arriver quelque chose sans être certain de son résultat. Alors là, la description même d'un concert, ben oui, des fois je m'ennuie, ou ça prend pas, tiens, soudain ça prend, oui. Tout ce vocabulaire-là n'est pas du tout un vocabulaire d'une cause qui est visant un objet et produisant des effets. C'est ça, la médiation, c'est quelque chose qui arrête, qui transmet, qui est nécessaire, mais qui ne contient pas son résultat de façon nécessaire. Donc il est nécessaire au sens où il faut passer par ces médiations, et en même temps il ne garantit aucun résultat. Je vous le dis de façon un peu théorique au départ, mais quand je dis c'est de savoir le sens commun. Prenez n'importe quel pianiste, travailler des ailes, c'est pas qu'il n'y a pas de médiation, c'est pas qu'il arrive comme ça et que la musique va lui tomber dessus. Il faut faire des gammes, il a travaillé à la fois des morceaux et des morceaux du Czerny, du jazz, il est jazzman, il a son corps, donc lui-même n'est plus le corps de tout le monde, les doigts d'un pianiste, la connexion à sa mémoire, tout ça a été travaillé, donc il y a tout un corps, une posture. Je parle là du rapport du pianiste à son clavier, mais pensez à une salle de concert. Je veux dire, si vous êtes dans la rue et que vous commencez à chanter, personne ne va prendre. Sauf exception, personne ne va prendre ça pour de la musique. Pourquoi? Parce que cette salle, c'est pas seulement un endroit où écouter de la musique, évidemment. C'est le fait que, alors que vous travaillez, alors que vous êtes avec des copains, vous savez qu'il y a un programme, vous vous déplacez, il y a un événement qui est construit, donc toute cette attente de quelque chose qui peut arriver est aussi faite par d'autres médiations qui n'ont rien à voir avec celle du clavier et du piano, mais qui peut être l'organisation de programmes, le fait qu'il existe des répertoires, que les critiques vous en ont parlé. Dès qu'on a mis le doigt sur ce monde de médiation, il devient une sorte d'évidence. Mais ce qui est intéressant dans le cas de la musique, c'est que ce savoir est poussé très loin. C'est-à-dire que je pense que je fais des études empiriques dont je vous parlerai, je vais prendre des cas différents pour comprendre mieux les différents aspects de cette espèce d'exploration du monde de la musique qui essaie de le voir en couches successives qu'il faut additionner sans être sûr du résultat et non pas comme une espèce de distributeur de musique. En gros, là, dans l'armoire, il y a la musique, les partitions, puis il y a un interprète pour la jouer, on appuie sur le bouton, puis il y a un disque éventuellement, puis à la fin on l'écoute et hop, on a la musique comme si on avait appuyé sur le bouton Coca-Cola et qu'une canette tombait sur nous. Donc, premier sens de la médiation, c'est donc, disons quand même moyen, mais un moyen qui demande à être travaillé dans ses moindres détails. Donc c'est pas une question de bah oui c'est un peu grossier, on rate de temps en temps. Non, au contraire, le même pianiste qui n'est pas sûr qu'aujourd'hui sa sonate de Beethoven va lui plaire,
ou qui va se rendre compte que ça plaît au public, mais que lui n'en est pas tout à fait satisfait, toutes ces couches de réalité mouvante, elles passent non pas par une espèce d'approximation qui dirait fait des moyens imparfaits, mais au contraire, par une sculpture incroyablement fine. Si quelques-uns d'entre vous connaissent des chanteurs, par exemple, donc, où dans l'instrument et dans le corps, l'infinité des façons différentes de timbrer, de sentir sa voix, on sait soudain qu'on est plutôt dans la parole mise en musique qu'on est en train de dire, l'opéra ou la chanson qui émeut, on pense soudain plutôt aux notes elles-mêmes, on entend l'harmonie, soudain on se sent entièrement pris par le son qu'on émet, d'autres fois au contraire, c'est plutôt l'impression qu'on avait travaillé cette œuvre depuis longtemps et qu'on la comprend pour la première fois. Oui, toutes ces couches d'expérience, c'est celle-là. Je me suis dit, mais renversons le mécanisme. De quel droit, d'une certaine façon, je parle un peu de respect aussi, de quel droit le sociologue, parce qu'il connaît les classes sociales, il a été voir les dispositifs commerciaux de production, expliquerait ce qu'est la musique? La bonne démarche, c'est la démarche inverse. Il existe des arts, il n'est pas toujours existé ces arts-là, donc faisons-en l'histoire aussi, et une histoire complète, avec les moyens. Il existe des arts comme la musique, elle nous donne une leçon. Donc c'est un peu une leçon de musique, ce que je voudrais faire, mais ce serait plutôt les leçons de la musique. Donc moins faire une sociologie de la musique, comme vous disait tout à l'heure, que profiter de l'existence d'un art comme celui-là, qui est dispersé dans une foule d'implications, pour comprendre, de façon même plus générale, comment on produit des objets entre nous. Alors il y avait un deuxième aspect de la médiation technique. Il y a un petit bouquin pour ceux qui s'intéressent un peu à la bibliographie où je pourrais vous envoyer après, enfin j'aurais récupéré. J'ai pas pris mon ordinateur, c'est bête, j'aurais réglé le problème facilement. Mais quand j'aurais récupéré le matière, je pourrais éventuellement vous envoyer des références. Mais il y a un tout petit bouquin d'un sociologue américain qui était lui-même pianiste et qui fait une espèce de premier compte-rendu, je trouve, qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, parce que c'est un bouquin assez court, Sunno s'appelle, et il parle de l'art de toucher le piano. Ça veut dire que toucher un piano. Et lui-même faisait cette espèce de geste vu du jazzman, donc lui c'était plutôt les standards, la façon dont on reprend toujours des airs mais qui ne sont jamais pareils, toujours cette même idée. Et c'était un art de l'interaction, du moment, de la situation, comment se mettre de façon juste dans une situation. Ce qui me paraît un art musical, un art de musicien, dont il y a la musique elle-même, mais c'est aussi une façon de saisir le monde en l'écoutant, en faisant attention au corps, aux situations, aux espaces dans lesquels on est. Donc c'est l'avantage de cet art du sonore, hein, cet art qui se dilue sans qu'on voit bien son objet. Donc là j'ai beaucoup insisté sur ce qu'il y avait d'assez spécifique et d'intéressant pour un sociologue, de renverser les choses et de se mettre à l'écoute de la leçon plus générale de la musique, je dis sociologique mais même ontologique. Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui nous saisissent? C'est intéressant comme question. Mais une autre partie du travail, sur lequel je passerai plus vite, était plus universitaire, disons académique, qui consistait à prolonger cette comparaison entre les arts. C'est-à-dire que l'autre intérêt de la médiation, c'est que si vous partez cette fois-ci du sociologue ou du musicologue ou de l'historien d'art, et qu'il essaye de comprendre les rapports entre l'art et la société, eh bien, il n'y a rien sous la main, si ce n'est, là encore, des séries de médiation. Et eux, alors, les historiens, les esthètes, dans une moindre mesure, parce qu'ils ont tendance à aller droit vers l'œuvre, mais beaucoup les historiens sociaux, ont déployé avec une intelligence, alors plutôt sur les arts picturaux pour le coup. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la situation inverse. J'ai une petite théorie là-dessus. C'est qu'eux avaient les objets. Ils ont des collections de musées, des tonnes de peintures, etc. Il y a des spécialistes de l'esthétique qui nous disent ce qui est beau. Ils disent, mais attendez, ce qui est beau, pourquoi on a peint ces tableaux de la Renaissance à ce moment-là? De l'art, comme un musée. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de public. C'est une notion moderne, on ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette peinture alors? Tiens, il y a beaucoup de religions dans la peinture, oui. Il y a beaucoup des singulières, des annonciations. Et donc, au lieu de prendre le tableau comme une œuvre d'art et d'essayer de nous donner les règles, soit internes, la production des œuvres d'art, soit externes, comment le social s'empare de ces œuvres, ils nous ont fait une archéologie d'une finesse incroyable sur, notamment par exemple, prenons l'exemple de la peinture de la Renaissance, sur ce que ça veut dire que ces tableaux que des commanditaires demandent
pour racheter leurs fautes, en gros. Enfin, l'image habituelle, c'est quand même le gros bourgeois florentin qui s'occupe surtout de ses florins et qui, quand il voit arriver des jours moins bons, se dit il faut quand même que je donne quelque chose à l'église pour ouvrir la clé du paradis. L'église en question se dit ma foi très bien, mais à partir de là, ça ne fait pas un tableau. C'est pas lui qui décide, ce sera le tableau. Pas un tableau. Il consulte ce qu'on appelle les humanistes, donc des érudits de la Bible, de l'Évangile, pour décrire exactement ce que veut faire un tableau. Le tableau, ce n'est pas un tableau de peinture. Il y a dans l'Église, on fait des sermons, parce qu'en fait, on essaye de présenter l'Évangile et de le faire comprendre, de le faire d'émouvoir et de mémoriser. C'est l'espèce de scolastique du Moyen-Âge simplifié comme un sermon. Un tableau, c'est un sermon présenté, par exemple, l'Annonciation. L'Annonciation, il y en a des milliers, mais non. Annonciation, c'est quoi une annonciation? C'est déjà elle-même une énonciation, c'est un ange, c'est un messager qui parle à la médiatrice, Sainte Vierge, et au milieu d'une annonciation, comme dit quelqu'un comme Louis Marin, un remarquable, il y a quoi? Il y a du vide. Entre l'ange et la Sainte Vierge, il n'y a rien. Et c'est des tableaux qui parlent même de la présence de Dieu, alors pas la présence de Dieu, la présence de l'absence de Dieu. C'est des œuvres théologiques, c'est de la théologie appliquée. Quand on regarde bien les tableaux dans le détail, c'est vrai parce que soudain, ça donne à lire. Nous, on ne voit rien, hein, donc avec un historien d'art, on dit ce qu'il faut voir. Puis on voit qu'il y a quand même l'évangéliste qui est dans le tableau. La scène, il a fait la scène, ah non, non. C'est qu'on parle non pas du tableau, mais du fait qu'on raconte la scène de l'évangile. Exactement comme en sermon, on ne vous dit pas une histoire, on sait que c'est l'évangile qu'on vous raconte. Donc là, toute cette construction qui est tout aussi ouverte, le tableau en boîte carré, de faire 3 mètres sur 5 et être collé à un mur après, c'est une œuvre exactement du même ordre, c'est-à-dire ces couches de réalité qui font sens, qui se renvoient les unes aux autres, et que là, pour le coup, l'érudition des historiens d'art a permis de déchiffrer. Ça me donnait un outil, moi. Pourquoi? Ce qui est l'évidence, finalement, triviale, mais trop triviale pour la musique, c'est-à-dire poncif, hein, quand on est souffrance musique, on dit, mais la musique, il faut toujours la refaire, elle ne fait jamais la même. Il ne faut jamais se moquer de ces phrases-là. Elles n'explicitent pas la chose, mais elles disent une vérité de l'expérience. Tout interprète qui commence à jouer une œuvre se dit, il suffit d'entrer dans une salle de concert, si vous êtes du mauvais côté de la rampe, c'est-à-dire du côté du musicien, vous avez le piano là et toute une salle là, vous voyez très bien ce que c'est que la médiation. Non, c'est pas parce que j'ai 10 années de conservatoire, 30 années d'expérience et que j'ai joué cette œuvre 10 fois qu'il ne faut pas là, que dans cette situation-là, mon corps, à ce moment-là, je la refasse vivre. Je la refasse vivre. Qu'est-ce que c'est ça alors? C'est quoi ce là? C'est que ces réalités qui sont ni dans les partitions, ni en nous, et qu'on trouve des moyens, des instruments, des médiations pour faire apparaître. C'est ça la question finalement de la médiation que la musique nous aide à comprendre, que l'histoire de l'art nous aide finalement à étudier et à instrumenter. Donc c'est plus une opposition entre... C'est un grand classique aussi hein, de la dissertation du 19e, très brillante, la comparaison entre les arts. Donc, les arts visuels, c'est fixe, et puis les arts du sonore, c'est plus social. Je trouve ça très superficiel. Hein. Non, parce que les images sont tout aussi mobiles avant qu'elles soient mises dans les musées que la musique est tout aussi écrite, transcrite, au fur et à mesure qu'on en fait un objet. Donc s'il y a une comparaison, c'est plutôt se demander comment, de tous ces arts-là, qui n'ont jamais été des arts, qui ont été des pratiques illustrant essentiellement la religion, la fête, la danse, le pouvoir, comment elles se sont peu à peu autonomisées. Autonomisées est un mot compliqué, ça ne veut pas dire qu'elles sont séparées de tout, ça veut dire qu'elles ont été travaillées pour elles-mêmes. Et que petit à petit, on a créé, ce qui vous paraît une évidence, c'est que pour écouter de la musique, on appuie sur un bouton, on a un disque, ou on va au concert. Et le concert, c'est très récent. Le concert, le vrai concert, au sens moderne, c'est le 19e siècle. Même l'opéra sous Lully ou Rameau, c'est une fête royale, on va voir les barons et les marquis danser, on se rapproche du roi, on est dans une cérémonie collective, exactement comme dans toutes les langues africaines. La plupart n'ont pas le mot musique. S'il y a un continent où la musique est omniprésente, c'est bien l'Afrique. Elle est présente parce qu'il y a des jeunes de 12 ans, 13 ans, qu'on va isoler loin du village,
à qui les musiciens qui jouent admirablement des flûtes et des percussions apprennent des airs qui mangent des racines bizarres, là, un peu comme nos rockers. Il faut le mélange de la nuit, de pratique de scarification, de maîtrise du corps, il y a des rites un peu de transformation de soi, et puis ils reviennent au village dans des cérémonies où ils les transforment en adultes. Donc c'est pas rien, ils vont quitter maman, ils vont passer dans un autre quartier du village, et il y a des tambours évidemment, des fêtes. C'est des vrais musiciens professionnels. Les professionnels ne notent plus toujours comme des prêtres. Dire que les gens sachent mieux les percussions et apprennent, transmettre ce savoir-là, oui. Ce qui n'existe pas, c'est nous. C'est les amateurs. Et donc en face des amateurs, c'est la musique comme musique. C'est ça le retournement que petit à petit j'essaye de vous suggérer. Donc c'est beaucoup d'inversion des choses. On croit qu'il y a toujours eu de la musique, qui était de la musique, et puis qu'on l'utilise socialement. Non, 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 non. Il y a bien toujours eu de la musique, elle a toujours été sociale, mais sans qu'on fasse la différence. Et si on commence à parler de musique, c'est pas qu'on commence à en faire, c'est qu'on essaye, c'est ça, c'est d'invention artistique, esthétique en gros, qu'on essaye petit à petit de la prendre elle-même comme objet. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Sonate que me veux-tu, Fontenelle et Satin, le XVIIIe siècle, Fontenelle, c'est pas le Moyen-Âge. C'est quoi? Évidemment, la musique, c'est des paroles, c'est bien l'ornement des paroles. Ce qui compte dans l'opéra français, c'est le texte. C'est le théâtre de Racine et Molière et Corneille, mis en musique. Mis en musique comme nous les chansons, je veux dire, sans solution de continuité entre le texte qui est très important et puis la façon de souligner. Et puis tout d'un, il y a des gens qui jouent juste du violon, du violoncelle et du clavecin. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ils imitent la parole. Bon, ils imitent la parole et je suis sûr, avec des enfants, c'est intéressant. Ils me défouettent. Je joue ça, je joue un air comme ça, sans du tout que ce soit des mélodies populaires. Le violon, le piano, il y a des notes qui vont dans tous les sens. Ça ne veut rien dire. Rien écouter cette phrase. Veut vouloir faire quelque chose. C'est ce sujet qui veut exprimer quelque chose sans qu'on sache ni qui fait, ni quel est ce qui est exprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en effet, surtout en musique instrumentale, ce son-là était très très important. D'ailleurs, les amateurs d'opéra qui sont toujours restés à un stade, il y a l'opposition entre les grands amateurs de quatuor, de sonate pour violon, pour piano, et l'opéra, c'est une vraie différence. C'est-à-dire, l'opéra, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est un truc un peu érotico-mythique, ou avec des fantasmes sur la soprano idéale, une femme d'autant plus intouchable qu'elle est idéale et un peu loin? On voit des tas de connotations sexuelles, on voit une histoire mythique, on voit du théâtre, on voit les fantasmes de l'art total. Wagner, c'est un fantasme, c'est l'art total. Et avant, l'opéra français, c'était pareil. On a un état des choses qui s'est développé, mais qui n'est pas celui de cette musique qu'on va appeler, ce qui me paraît un très mauvais mot, musique pure. Mais l'idée de la musique pure, c'est quand même ça, c'est tiens, avec ces notes, qui nous ont accompagnés depuis toujours. Pensez au tango pour les Argentins, pensez à n'importe quelle danse populaire dans le Limousin, vous y allez, il y avait évidemment. On se marie, il y a les trombones, les fanfares, les cornemuses, les musettes, et on y va. Et on fait de la musique. Ah oui, mais on danse, on est la vie. On arrête la fête, on rigole plus, on se tait, et on écoute la musique. C'est une véritable rupture. Cette rupture-là, elle est passionnante d'un point de vue sociologique, parce qu'on voit ce que ça veut dire que la transformation d'une pratique collective en un objet qui devient social au sens un peu de baisse du terme, au sens de la différence sociale. Nous, bourgeois, on va à l'opéra, vous, classe moyenne, vous allez à l'opéra comique, les prolos, ils vont dans leur cabaret, donc les différences sociales sont bien là, elles se construisent autour de ces objets, mais petit à petit, et pas seulement en fonction des genres, c'est pas seulement les genres d'élite qui auraient simplement autonomisé la musique et la rendu plus savante, les autres genres aussi, c'est-à-dire comme aujourd'hui le tango, le rock, etc., commencent à se dire, mais nous faisons un genre de musique particulière. Ça garde du social, mais il y a aussi évidemment construction des salles, prix des billets. Quand on entre là-dedans, on se dit, mais c'est évident, c'est vraiment l'inverse, oui. Qu'est-ce qui a pu pousser les gens à venir à 8h30, bon, alors certains n'arrivent qu'à 9h, en payant un billet et en rentrant dans une salle noire pour ne plus parler, s'asseoir sur des sièges inconfortables et entendre 4 heures de Wagner. Bon, ils ne s'agiront pas, mais dans 2 heures d'un concert normal.
c'est cette invention-là qui est passionnante. Alors je vous la décris moins sur l'aspect sociologique, construction, parce qu'il y a la construction évidemment des conservatoires, des écoles, des salles de spectacle, constitution du milieu. Le milieu professionnel n'est pas le même quand c'est des chantres de l'église et quand c'est des gens qui se définissent comme musiciens professionnels. Changement des savoirs, changement des techniques, création d'une instrumentation très différente. Une fois que vous faites comme ça, ben vous avez les instruments professionnels, vous avez les instrumentistes professionnels qui veulent des instruments de cette qualité-là, vous avez des spécialistes, et c'est plus la musette. Comment mais attendez, facture instrumentale. Prenez des instruments populaires, deux hautbois, vous prenez deux hautbois, plutôt musette, les ancêtres du hautbois, mais il n'y en a pas deux qui sont accordés sur le même ton. Ah oui, bah oui, mais là c'est un petit peu en dessous, si on joue à l'orchestre, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, vous voyez, il n'y a pas seulement des histoires d'institutions, d'achat de billets, il y a la transformation du langage musical lui-même. Donc on commence à dire, ben oui, il faudrait peut-être que les instruments s'accordent un peu mieux, puis même qu'on ait un diapason commun. La production de cette musique comme un objet autonome ou pur, elle passe par des tas de médiations. Le moins qu'on veut dire, c'est qu'elles sont très hétérogènes. Enfin, des fois c'est de la technique, des fois c'est des instruments, des fois c'est des bâtis, des fois c'est des institutions, et des fois c'est le langage musical lui-même. Alors, la deuxième étape de ce raisonnement, ça peut peut-être être ça. Concret, mais prenez quelqu'un comme Bach, prendre un musicien au hasard, donc, le plus grand des musiciens, le père de la musique. Il faut, là aussi je pense, il faut à la fois, c'est comme je disais sur le sens commun tout à l'heure, ces formules-là, il faut à la fois pas les prendre forcément au premier degré, vous dire qu'elles sont plutôt des questions que des réponses, mais il ne faut pas les mépriser pour autant. Hein. De même que la musique, il faut toujours la refaire, c'est une vraie idée importante. Mais pareil, que Bach soit le père de la musique, ça dit quelque chose. On ne dit pas ça pour Beethoven. Donc c'est un génie, c'est autre chose, mais un tonnerre, c'est le père de la musique. Alors c'est quoi? C'est qu'il y a un génie qui est né en 1685, mort en 1750, et puis qui a inventé la musique, puis nous on l'écoute, et comme ça, on est bien content de l'avoir vu et on la reçoit. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc on a fait un livre avec un musicologue, c'était important de coupler les connaissances. Là, je n'ai pas là d'ailleurs. J'ai mal ma propagande. Qui s'appelait La grandeur de Bach. Et notre idée était d'interroger en même temps, donc c'est toujours la même idée, au lieu de séparer le goût et la musique aux musicologues et aux historiens, le goût aux sociologues, se dire que le goût, c'est l'expérience musicale elle-même. Donc après, si en même temps je parlerai un peu des amateurs, travailler sur ce que c'est que les amateurs. Mais avant, je trouve ça important de redire différemment cette histoire inversée de la musique, hein, qui est à la fois omniprésente au début, mais qui s'ignore comme musique, parce qu'elle n'est pas autonome, et qui petit à petit devient quelque chose d'autre, très sculpté, beaucoup plus travaillé et très spécialisé. Sur les compositeurs, c'est peut-être là que c'est le plus intéressant de le voir. Bach, tous les enfants de Bach, quelles sont les propriétés qu'on a aujourd'hui? Tiens, c'est qu'un jazzman, une fois qu'il a travaillé un peu, tiens, bon, il a eu en classique, Stravinsky parce qu'il y a du rythme, et Bach. Les courants esthétiques aussi opposés que ceux qui en avaient marre de Debussy, Poulenc et compagnie, les Debussy, avant tout les Allemands, Mendelssohn évidemment, soi-disant fait la reprise de la Passion sur Saint-Mathieu, mais aussi Schumann, Chopin, les Français, l'opéra léger, Gounod, Saint-Saëns, tous mettent Bach dans une case à part. Les professeurs de piano, je ne sais pas si ça se fait encore, ça m'intéresserait de savoir. Quand on était jeune, il y avait les exercices, les gammes, pour bien vous embêter et dégoûter tous les enfants de la musique. Les morceaux, là quand même, après vous avez le droit de faire un peu de Mozart, vous avez le droit de faire un peu de Chopin, vous avez le droit de massacrer quelques bons auteurs dans leur version de ça, et entre les deux, du Bach. Donc il a bien une place spéciale comme professeur de musique, comme installateur de la musique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait notre livre non pas sur l'Allemagne, Bach, au début du XVIIIe siècle, et comment il prend des genres et pourquoi il réinvente tout, mais en même temps, il était très traditionnel à l'époque. On dit, lui, il était tourné vers le passé, alors que les autres allaient vers le galant. Oui. Bon, est-ce que Bach peut répondre au sort de Bach, à ce qui est devenu Bach après lui, tout ça? Ah ben non, alors demandons à des sociologues.
En fait, Bach, c'est des catalogues de disques, des hit parades, évidemment, il faut vendre de la musique, et puis dès que c'est exactement comme en variété, une fois qu'un nom commence à être connu, comme les gens le connaissent, et ben, ils vont plus, et puis petit à petit, on crée, artificiellement, ça peut être exagéré, et la gloire, alors la gloire, on a besoin d'idoles aussi, un peu par d'autres formes de raisonnement. Le peuple cherche des dieux, et bien en musique aussi, donc on a nos pères fondateurs. Et donc le Bach, la grandeur de Bach, la gloire de Bach serait une sorte de construction sociale, notre façon de nous donner nos idoles. Comment mettre ça à la question, le comprendre différemment? On allait observer Bach, non pas en Allemagne, là où il est créé, non pas aujourd'hui, on va voir l'industrie du disque et des concerts, mais en voyant comment Bach est devenu musique. C'est-à-dire comment tout un milieu, et un milieu c'est large, hein, en gros c'est centré sur Allemagne pour la transformation des pratiques religieuses en pratiques musicales, la France pour l'invention d'un patrimoine universel, et les Anglais pour l'invention de l'amateurisme. Il faut du monde pour créer le monde de la musique. Et le 19e siècle, le nombre, quand on s'est intéressé, on n'est pas intéressé au 18e, on ne s'est pas intéressé au 20e. On s'est intéressé surtout en France, donc pas le pays d'origine, ni le pays où l'amateurisme musical va vraiment être développé, les Anglais, dans un pays intermédiaire, relativement hostile aux Allemands en général, et qui découvre Bach. Ouais, oui et non. Voit qu'il y a dans Bach quelque chose qui aide à faire quoi? Je le dis le plus bêtement possible, à extraire de la musique ce qu'elle a de grand. Mais ça, c'est un projet du 19e. Ça n'est pas le projet de Bach. Bach, il cherche Soli Deo Gloria. C'est pas lui créateur, seul Dieu est créateur. Soli Deo Gloria, ça ne veut pas dire à Dieu seul la gloire. Hein. Ad maiorem gloriam Dei, comme tout le monde le traduit, mais c'est parce qu'on est moderne. Donc une musique, Bach, le grand créature, dédie à Dieu, ça va bien. Bach, bon Dieu, non. C'est un blasphème de dire qu'un homme est créateur. Soli Deo Gloria, ça veut dire à Dieu seul la gloire de mes œuvres. Je ne suis pas moi le créateur, c'est Dieu. C'est autrement profond. Lui, c'est un médiateur comme tout le monde. Quand on lui demandait son métier, il répondait théologien. Il a quand même écrit un peu de musique. Hein. Et donc, il faut retrouver cet univers de Bach. Ça ne veut pas dire qu'il ne sache pas qu'il est le meilleur musicien du temps, comme les joueurs de tambour en Afrique ou les percussionnistes. Son art est mis au service de l'Église, mais le travail qu'il fait, c'est comme les tableaux de la Renaissance, essayer de faire comprendre l'Évangile, essayer de le faire mémoriser et essayer d'émouvoir avec. Alors il le fait à un niveau relativement élevé si vous prenez simplement les cantates. Et puis, il va jusqu'à la passion. Et la passion musicale, la passion selon saint Matthieu, après la passion selon saint Jean. L'histoire commune va vous dire, c'est un musicien radical, difficile, génial, et le bourgeois moyen, et les responsables de l'Église sont choqués parce que, évidemment, ils ne comprennent pas le génie. Et donc, en effet, la passion selon saint Matthieu choque, est mal reçue. Et le mythe, mais les mythes, c'est intéressant, hein, dit qu'une bourgeoise, à Leipzig, une bourgeoise s'évanouit en disant « Mon Dieu, on est à l'opéra ». Donc vous voyez, la façon dont les petits guides sont faits pour raconter l'histoire, c'est ça. C'est du romantisme, ça. Ils font de Bach un génie incompris. C'est pas ça le problème de Bach. C'est qu'en effet, il prend la musique très au sérieux. Il y a des... Comment dire là, c'est contemporain, disent qu'il est tourné vers le passé, parce que lui, il dit, mais non, dans la polyphonie, dans ces règles que 3 siècles de musique flamande, française, allemande, lui, Fronberger avant lui, les Français, les clavecinistes français ont travaillé. La règle, c'est pas des accords fixes comme ça et puis une mélodie, c'est la combinaison des voix qui crée toutes les frictions, cette espèce de mélange qui est ni de l'harmonie ni de la mélodie, qui est l'une par l'autre. La machine Bach, c'est ça. Quand une mélodie, il n'y a pas de tapam pam 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 et puis la guitare qui a fait des accords. Pourquoi c'est fort? C'est parce qu'on entend ça avance, la machine Bach, la mélodie se reconnaît à peine, souvent, et quand elle se reconnaît, c'est les tubes de Bach, c'est pas forcément les musiques les plus profondes, c'est l'ensemble de ces voix qui fait très musical, même les concertos bambouins, dites-leur comme ça, et non, c'est parce que ça se répond, qui
fait sa polyphonie, et il l'a fait au service d'une œuvre. Et à la différence des piétistes de son temps avec lesquels il se bat, protestants, de Berlin, de Latturage, qui disent mais non, la musique, non, on est à l'office, c'est pour écouter la parole de Dieu, un peu de... Il y a les chorales de Luther, restons aux chorales de Luther, et puis pas d'ornement. Non, rien n'est trop beau pour Dieu. C'est la têtue, hein. Et donc il y a des textes, il y a des spécialistes, c'est toujours rigolo parce qu'ils ont creusé, donc on a vu des lettres, et il a effectivement flirté avec des sectes protestantes un peu moins orthodoxes, si je puis dire, à l'époque, et ça fleurissait évidemment en Allemagne à cette époque-là. Donc globalement, il est piétiste, mais les piétistes sont très hostiles aux images, il y a toujours ce problème de l'iconoclasme chez les protestants, et des sonorités trop fortes. Lui, il dit non. Il dit mais non. Vous voyez, l'acte. J'ai ma musique. Je sais que la musique, c'est fort, ça émeut, ça fait se souvenir des choses. La mémoire musicale est 10 fois supérieure à la mémoire d'un texte. C'est beaucoup plus facile de vous souvenir d'air de musique que de vous souvenir d'une poésie. C'est très très fort la mémoire musicale, donc c'est un bon outil pour mémoriser, ça fait comprendre, mais ça émeut. Très bien, faire comprendre, c'est parce que c'est les textes très simples de l'évangile du jour. Là. Et pour la Passion selon saint Matthieu, c'est un théologien qui est choqué. Il dit, mais maintenant les bourgeois, les juifs, ils vont avoir la messe, avoir l'office pour eux. C'est la mort du Christ, c'est comme les cathos aujourd'hui, je veux dire, pour la mort du Christ, oui d'accord, bah oui, la messe, il y a un truc, il y a l'hostie, mais non. Enfin, les Juifs sont en train de libérer Barabbas et de mettre à mort le Christ. Il faut refaire comprendre à chaque fois, toujours la même idée, refaire à chaque fois quelque chose qui ne peut pas être la même chose, sinon c'est de la routine. Il faut refaire comprendre aux fidèles la force, le sens de ce message de la Passion selon saint Matthieu, c'est-à-dire la mise à mort du Sauveur qui dit lui-même, je sais que c'est ça qui va m'arriver, mais je l'accepte et ça sauve l'humanité. Pas une petite bricole. Et donc, Père Saint-Jean, il avait déjà fait des choses extraordinaires, notamment d'un point de vue musical, mais c'est à l'oreille, ça ne choque pas. Alors que Barabbas, quand la foule dit Barabbas, on entend chez vous écoutez une bonne version de ce moment-là précis, où le brave Pilate, qui a gagné sa réputation pour les générations, dit « Oh, vous êtes sûr qu'il faut le condamner, il y en a bien qu'on fait autre chose, tiens, c'est le Pâques, c'est le jour de grâce, d'un condamné, allez-y. » Non, la foule choisit de libérer Barabbas et de tuer le Christ. Comme Proust, c'est DR aussi, là aussi. Et c'est des accords de septième diminué, dissonants, non préparés. On dit, les musiciens, c'est pas la note n'est pas d'abord donnée dans un accord consonant, puis devient dissonante dans l'accord suivant, puis est résolue. Non, ils sont plaqués. Barabbas. Et en fait, la foule a eu peur. Mais c'est pas qu'il faisait une œuvre géniale et que la foule n'a pas comprise. C'est lui-même qui a douté. La Passion selon saint Matthieu, c'est 1725, 23 malgré les polémiques, mais un peu plus tôt. Il meurt en 1750. Plus de musique religieuse. Bach, plus de musique religieuse. Il y en a, il reprend, oui, mais même des gros ouvrages, des attendez, mais c'est plus avant, il prenait toujours sa musique, mais non, il ne fait pas d'œuvre. Il prend des morceaux de musique pour lire la parole du jour. Tout le modèle complètement opposé au nôtre. Donc il reprenait tout le temps. Oui, mais là, il ne reprend pas tout le temps, c'est plutôt du catalogage. Il reprend des œuvres finies et donc il ne compose plus. Et moi, mon interprétation, un peu sauvage, hein, je ne peux pas la prouver, c'est que c'est pas du tout, c'est du moi je suis génial et je n'ai pas compris. C'est qu'il s'est dit, mais n'ai-je pas moi-même été trop loin, trop loin. Est-ce que les bons gens, c'est pas qu'ils aient tort qui leur mettaient, c'est qu'ils aient pu avoir raison. J'oublie toujours le nom du type qui dirigeait l'église de Leipzig, l'officiel qui payait, qui engueulait, qui disait de faire les cours aux élèves. Mais est-ce qu'il n'aurait pas raison? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? Est-ce qu'en faisant de la souffrance du Christ un spectacle, moderne, je n'ai pas été trop loin? Et à mon avis, ça explique quand même ce truc bizarre que les historiens n'expliquent pas. Que pendant 25 ans, le plus grand des musiciens n'écrit plus réellement de nouvelles musiques religieuses, sauf les messes catholiques. C'est presque un comble pour un protestant de connaissance, il n'est pas négligeable d'un point de vue musical, qui reprend des morceaux qu'il a déjà écrits, mais qui en compose de nouveau, et qui est à l'office pour la religion des gens d'un côté, et avec lesquels les rapports ne sont même pas faciles. C'est une vraie histoire, non? Et alors, dans Basso, là, pour l'énorme bouquin de Fayard, pour ceux qui ont 3 tomes, qui est une somme sur Bach, on dit peut-être que la richesse, oui, c'est ce que je vais éviter, la richesse et la puissance des compositions de Bach depuis 20 ans pour faire des cantates
expliquerait peut-être que son génie soit émoussé dans les années. Entre 1725 et 1750, il va composer les sonates pour violoncelle seul, l'art de la fugue, l'offrande musicale, des chorales. Il continue à écrire des chorales, ça c'est lui, un dialogue avec Dieu. La goutte à l'imagination, non, c'est parmi les œuvres les plus connues, le clavecin tempéré. Parmi les œuvres de Bach relativement essentielles, il y en a un paquet qui sont écrites. Et oui, les œuvres scolaires. Le clavecin tempéré, l'art de la fugue, l'offrande musicale. Il n'est toujours pas compositeur au sens moderne. Et maintenant, peut-être que j'ai flirté un peu trop près avec des problèmes théologiques qui me dépassent, mais en revanche, je suis plus un musicien du temps, de mon savoir, alors qu'il publiait très peu ses œuvres avant. Maintenant, je vais publier mes œuvres, non pas pour en faire de mon œuvre, pour faire mon opus 1, 2, 3, 4 comme on va faire après. C'est les autres qui font le début de l'édit. J'ai fait l'inverse. Ce que je vais faire, c'est transmettre ce que je sais, mon savoir sur la musique, aux autres et faire les inventions à deux voix, et ça marche. Vous étudiez la musique dans les inventions à deux voix, à trois voix. Donc on a successivement un théologien, puis un professeur de musique. Et on n'a jamais un compositeur. Oui, mais au XIXe siècle, quand on s'est dit, mais cette musique-là, il y a effectivement les bases d'une musique qui a entre-temps basculé dans l'harmonie. Alors je ne vais pas rentrer, c'est peut-être trop technique, mais il suffit d'écouter 3 notes pour comprendre ce basculement très rapide de la période garonne. Des enfants de Bach sont déjà dans ce rythme-là. Handel fait la transition, il y a des choses qui ressemblent un peu à Bach, mais en gros c'est plus du Bach, c'est des airs à la Mozart avec des accords dessous. En caricaturant, vous avez maintenant une mélodie et puis une structure harmonique, premier degré, quatrième degré, cinquième degré, quatrième degré, premier degré, deuxième degré, sixième degré, voilà, et en gros la guitare à la droite. Et puis, vous avez où la basse avertie à la gauche au piano, là. Et puis une mélodie au-dessus. La mélodie, très variée, plus souple, et séparée, on peut en mettre deux, et séparée de l'harmonie. C'est exactement ce que Bach ne veut pas. Mais les musiciens savants, et Chopin, et Schumann, et Gounod en France, Saint-Saëns, d'autres avant eux, Molly, quand ils cherchent, nous sommes devant un art que nous essayons enfin de prendre au sérieux, de séparer de ses fonctions intérieures, pas l'enseignement, ça va le mettre au conservatoire, pas le bon Dieu, le 19e siècle, l'enterrement de la religion comme religion. Non, occupons-nous de musique. Et bien on va reprendre Bach, mais c'est eux qui font de Bach le père de la musique, en transformant dans 3 choses. Bach lui-même, qui devient de plus en plus ce grand compositeur, ça ne veut pas dire que c'est arbitraire, c'est bien parce qu'il a écrit avec son génie, moi j'ai pas de complexe à dire que c'est un génie, mais c'est pas pareil que dire qu'il est déjà un compositeur moderne. Non, c'est pas un compositeur romantique qui n'est plus obsédé, Beethoven, qui n'est plus obsédé qu'à lui-même. Répondre au prince, vous ne comprenez pas mon quatuor, ça m'est égal, il sera compris dans 50 ans. Non, ça c'est un geste de Beethoven, c'est pas un geste de Bach, qui ne va pas au prince, mais un peu plus haut. Et donc, eux qui s'occupent d'installer la musique, c'est ça le raisonnement que j'essaie de faire depuis le début, d'installer la musique comme un objet autonome, mais c'est très mal dit de dire autonome, comme un objet qui prend sa forme, qui est travaillé pour lui-même, qui se différencie du reste pour renvoyer à des émotions, à l'envie de travailler nos âmes, mais c'est pas du tout pour faire une espèce de bloc de béton, cause, moyen, effet. Pour travailler cette expérience musicale au corps, eh bien, on se sert des répertoires précédents. Alors, après, je vais passer vite là-dessus, mais les opérations de transformation sont amusantes. Par exemple, Gounod édite et fait travailler à tous ses élèves des conservatoires les chorales de Bach sans les paroles. Exercice d'harmonie. C'est amusant comme opération, parce que d'un côté, c'est absurde par rapport à Bach. Bach lui-même, c'est le choral, c'est le moment où l'ensemble des fidèles répètent la phrase simple, nous sommes dans la paix du Christ, et hop, on met sur des airs, normalement de Luther ou d'autres compositeurs luthériens protestants qui reprennent. Et il met ces harmonies splendides à Calvar, effectivement, toute l'harmonie luthérienne, contrepoint, une espèce de fusion bizarre, c'est le moment où contrepoint et harmonie se touchent. On peut tirer toute l'harmonie moderne de Bach, lui, il écrit ses partitions avec des notes superposées. Il y a un accord do, mi, sol, do, c'est do, mi, sol et do, jamais la barre comme ça. Oui, parce que c'est les voix qui le font. Gounod, il s'en sert 350 exercices. Et les élèves apprennent l'harmonie avec l'harmonie souple, avec des dissonances fines, sans les paroles. Puis de temps en temps, Gounod met, Bach se permet des choses,
de modulation en ré bémol alors qu'on était tranquillement en do majeur n'a aucun sens. Les autres, évidemment, on regardait les textes, et soudain, Berthaud, voilà, la mort qui arrive, et donc, ré bémol. Si on avait les paroles, on aurait peut-être pu comprendre ce que voulait Bach. Et on a évidemment, après, rejoué Bach différemment, dans les chorales, non pas comme des exercices d'harmonie, mais comme des choses liées à la parole qui est exprimée. Et en effet, quand vous entendez maintenant des versions des Passions sur Saint-Matthieu ou les chorales des cantates, vous voyez ce que le choral a de religieux. Mais vous voyez aussi qu'on ne retourne pas à la religion. Hein. Bach faisait de la bonne musique parce qu'il était profondément chrétien et qu'il voulait honorer Dieu. Nous, on veut de la bonne musique, mais on se sert du fait que Bach était religieux pour dire, bon, quelqu'un qui croyait autant au bon Dieu, il a dû faire de la bonne musique. Les valeurs sont rigoureusement l'inverse. Nous avons basculé tous. Hein, je parle surtout de la musique classique, mais le parallèle avec les musiques populaires est frappant aussi. Hein, on pourra parler aussi si vous voulez. Après, nous avons progressivement basculé. Alors ce nous est plus intéressant, hein, parce que c'est pas que les compositeurs, ils ont suivi le mouvement comme les autres, c'est pas le public, c'est pas les producteurs, c'est cet ensemble-là. C'est ces gens qui ont commencé à faire de la musique en amateur chez eux, la floraison des partitions, des réductions d'opéra. On a petit à petit fait de la musique cette espèce de savoir commun passionnant avec lequel des amateurs commencent à se battre, plein de transcriptions. Ça existe encore dans nos partitions, parce que le deuxième siècle, la plaidoirie est solide, et donc on a, la plupart du texte, c'est des transcriptions du 19e siècle. Donc tout un répertoire s'installe, des habitudes d'écoute, des goûts polémiques, puis des esthétiques. Les compositeurs, évidemment, à peine, ça va très vite, hein, une fois que c'est lancé, la modernisme, à peine il s'installe de façon que les autres vont être académiques, ça y est, maintenant, nous avons des conservatoires, des écoles de musique, nous sommes d'abord compositeurs, que le lendemain, des gens qui composent disent mais ça c'est un vieux schnock, il faut faire de la chose de la musique, et la musique prend son autonomie aussi au sens où petit à petit elle détruit, à chaque étape elle détruit l'étape suivante. Et on a une espèce de mouvement, pas qu'on dit autonome ou pur, où la musique se définit par ses propres lois. Alors, attends, je vais parler, mais après vous m'interromprez, vous voulez, mais le dernier volet de cette quête de l'amour de musique, la passion musicale. Pourquoi ça s'appelle la passion musicale? C'est parce que c'est une formule qui évite de dire c'est où la musique, et c'est l'un par l'autre. Eh bien, donc la thèse, qui s'appelait la médiation musicale, pourquoi elle s'est transformée en la passion musicale? Parce que souvent, on comprend ce qu'on a écrit que quand on a fini. Et puis à ce moment-là, on voit la thèse qu'on aurait dû écrire. Et après, je dis, mais au fait, j'ai étudié les amateurs, mais je n'ai pas étudié les amateurs de musique en bout de chaîne. Comme ça, il y a la musique, il y a la production, les disques, choses comme ça, sur lesquelles j'ai jamais travaillé, il y a des cours, puis à la fin, il y a nous qui écoutons de la musique, et donc c'est l'amateur, pas du tout. Si on pense que cette musique, c'est non pas un objet fixe là-haut, je ne sais pas très où, dans les armoires ou au-dessus de nous, mais que c'est cette expérience qu'il faut faire durer produire, hein, à travers les objets, les moyens, dont les partitions, les médiations comme les autres, dont la reconnaissance des compositeurs, dont les genres. L'amateur, c'est pas le bout de chaîne, c'est le lieu où se déroule cette expérience musicale. Et donc, c'est les professionnels qui sont des techniciens, qui sont au service de ce qui compte, c'est-à-dire de faire surgir cette expérience musicale. Alors c'est une perspective qui est intéressante parce que, je terminerai là-dessus, parce qu'elle ouvre vers deux choses. C'est d'une part l'inventivité. Comme vous avez pu remarquer, j'ai un peu une querelle avec ma discipline d'origine, comme les compositeurs précédents. C'est-à-dire que je trouve que la sociologie est réductionniste et méprisante quand elle est surplombante pour dire non, le goût n'est pas ça, ou modeste, mais dans ce cas-là insuffisante, quand elle dit bah oui, moi je m'occupe pas de musique, mais je vous dis, au conservatoire, il y a tant d'élèves qui viennent des classes dominantes ou supérieures, tant d'élèves qui viennent des classes populaires, nettement moins, et les rockers, tiens, on en trouvait plus populaires dans les classes moyennes ou dans les jeunes que j'ai dit, bon, et oui, parce que ça parle de musique. Comment parler musique? Pas parler musique. Comment vivre comme une expérience. L'expérience, c'est pas... Il y a la chose elle-même et puis le vécu. Là, on dit, maintenant à la radio, on dit beaucoup le vécu. Bon, c'est bien la vie, ce qui se passe, mais pas comme le vécu, les impressions psychologiques sur un phénomène qui serait autre. Non, non, c'est l'expérience même. Pas l'expérience même,
un, c'est chez les amateurs qu'il faut la chercher, et puis deux, c'est pas du tout des amateurs, en mettre au sens mauvais du terme, au sens où c'est des virtuoses de la technique, une technique qui consiste à se faire aimer la musique. Alors, restons dans le domaine classique, sinon je vais trop mélanger, mais pour vous donner des exemples, donc on a mis au point des protocoles, hein, parce que si vous êtes sociologue et que vous demandez à quelqu'un son goût, maintenant il va dire, excusez-moi, j'ai eu un oncle qui, quand j'étais jeune, qui m'a emmené à l'opéra, mon père est médecin, donc évidemment j'écoutais de la musique classique. Il fait de la sociologie. Alors je ne vais pas parler de mon goût, mais je vais m'excuser et dire d'où ça vient. Non. Parle-moi de ce qui t'intéresse dans la musique. Et on a essayé de le faire sur le répertoire, la façon dont on classe les disques, les enregistrements, maintenant les fichiers internet, tous les sites. Mais de bon temps, plus c'était le moment où on passait les 33 tours au CD, puis les CD très vite disparu pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des disques? Ah bah oui, c'est juste la musique qui est arrangée. Pas du tout. C'est-à-dire, le disque, c'est précisément un moyen de construire son goût en fonction des situations. Au lieu de vous dire, tiens, il y a la musique que j'aime, et puis de temps en temps je la joue, demandez-vous ce que vous faites, pourquoi vous écoutez telle musique à tel moment. Et vous verrez, alors si on creuse un peu, vous verrez la variété des moyens, d'abord des moments. Il y a des gens qui disent, tiens, oui, par exemple, ce compositeur-là, je l'aime beaucoup, mais je ne l'écoute pas tellement parce que je connais, de toute façon. D'autres ont dit, en général, c'est le meilleur signe, oui, c'est l'un de mes compositeurs préférés, je réécoute tout le travail, c'est chaque fois différent, etc. Il y a aussi des compositeurs plus paradoxaux. On dit, mais je pense que c'est pas du même niveau, ou c'est pas, il y a 40 façons de dire ça. Mais le soir, quand je suis fatigué, j'écoute plus ça, et je vais pas mettre les mélodies de Debussy, ou pourtant les mélodies de Debussy. Oui, ça c'est clair. Et pourquoi? Parce qu'on a nous-mêmes nos classifications sur des exigences musicales différentes. Donc on se recrée ce répertoire, on le met à sa main, et on le met à sa main parce qu'on dispose de cette virtuosité dans l'arrangement technique des choses. Alors les jeunes ont repris ça avec Internet, hein. Tout ça je connais moins, là, mais j'ai des étudiants ou des doctorants ou des chercheurs plus jeunes qui travaillent sur cette façon de classer, c'est pareil, hein. Pareil, que ce soit du rap, et des différentes différences comme ça. C'est un art de doser les différences, de se faire, par l'expérience, se faire découvrir son propre goût. Et c'est extrêmement varié, hein. Il n'y a pas un goût unique, mais il n'y a pas une façon de se faire aimer les choses uniques. Il y a des gens pour qui c'est une déférence. Et une déférence, c'est pas une humiliation. C'est-à-dire, maintenant, j'y connais rien. Tu dis quand j'y connais rien. Ou moi, je connais pas. Et donc, finalement, c'est un apprentissage, mais c'est pas dans l'absolu. C'est-à-dire que se disent que moi, tel que je me connais, pour apprendre la musique, ce qu'il faut, c'est que j'aille lire un peu des bouquins, écouter les conseils de certains. D'autres vont me dire, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous des bouquins classiques, etc. Ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Ça, vous savez ce qui vous plaît? Donc je vais faire des expériences aussi, on ne sait pas ce qui nous plaît. Et puis voilà, un peu au hasard, ça me plaît. Bon, je vais dire que j'aime ça. Alors eux, ils sont souvent durs à faire changer parce que tout leur goût s'est construit sur quelque chose qui est très très important, hein, qui est mis au fait, comme pour le vin, je veux dire. Vous pouvez dire que d'une part qu'il y a des vins meilleurs ou d'autres que les œnologues vous disent, puis vous dites, oui, ceci dit, moi je préfère le Cabernet Sauvignon et j'aime pas le Pinot Noir. Donc le goût, c'est ces deux choses-là. C'est un, la valeur des choses, et deux, donc parmi ces choses, mes préférences. Ça s'explore. Et l'amateur, c'est un explorateur, et donc aussi un producteur de cet espace intermédiaire bourré de techniques et d'objets. Sur les techniques, je peux vous en donner deux un peu originales qui me donnent bien l'exemple. Il y en a un, c'est je m'en sers souvent comme exemple parce que c'est un peu aussi mon histoire. C'est-à-dire comment passer de la sociologie à la compréhension de ce que c'est que l'amour de musique. Parce que je l'avais eu en entretien, alors la caricature, hein, médecin assez riche, très énorme discothèque, dans son salon, séparé d'un autre salon où sa femme, en gros la femme n'est pas bienvenue dans le salon de musique. C'est un peu démodé maintenant. Hein. Maintenant il doit avoir mon âge, donc il a des excuses, mais pas complètement. Donc il m'avait fait le récital, alors brillant, hein, donc très cultivé, et donc j'avais eu un premier entretien, pas inintéressant, mais de sociologie. Hein. Oui, alors là, la famille, l'opéra, quel encore est vu ce genre-là.
Et puis par hasard, comme c'était un ami d'ami, on s'est revus dans un repas plus tard, 5 ans après. Et là, ma-mère, n'est plus sociologue, me dit, on pourrait parler de... Je sais que tu es un grand amateur, etc., donc tutoyant, pas pareil, la doc. Et, alors, un peu de vin aussi, ça musicien. Et donc, à un moment donné, alors là aussi, on ne peut pas faire ça chez tout le monde, parce qu'on pourrait vexer la femme et la femme, mais non, pas ça. Et on est allé dans son salon. Et c'était un autre homme. Rien à voir avec le même entretien fait 5 ans avant. Il m'a dit, je vais poser une question aussi. Parce que si vous dites, sociologue, quelqu'un qui vous dit, mais moi j'adore l'opéra, enfin l'opéra italien, mais pas Verdi, quand on dit opéra italien, Bellini aussi, c'est le début. Puis Bellini, ça s'écrit comment, où c'est le peintre? Mon papa était médecin, je suis du milieu populaire, vous cassez. Pour parler de son amour de musique, il faut aussi parler à des gens qui peuvent entendre ce dont il s'agit. Donc vous voyez ce jeu-là. Donc là, on jouait à fond. Et il m'a parlé de ses goûts, le wagnérien cinglé, etc. Pas depuis le début, il n'y a jamais eu un wagnérien depuis le début, il faut dire, pour écouter 14 de gueulantes allemandes avec des harmonies bizarres. Bon. Et puis certains se convertissent, d'autres pas. Bon. Mais sur les disques, alors lui, il était resté très 33 tours, vieux disque, il n'est pas aussi évidemment une chaîne, et il m'a raconté avec un certain... Il y a une complaisance, mais une complaisance d'affection par rapport à l'expérience du goût. Et là au début, alors maintenant je suis médecin, donc j'achète pas mal de disques, j'ai pas le temps, donc il reste en pile. Et j'avais, comme tout le monde, c'est des collections d'un milieu assez particulier, mais mon classement avec la musique ancienne, etc., la musique apôtre, après les compositeurs classiques par ordre alphabétique, une case pour la musique contemporaine parce qu'on ne sait jamais où la mettre, et puis l'opéra, comme un truc bizarre à part. Et puis je mettais, mais ils ne mettaient pas puisque j'ai pas le temps. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais au lieu de le laisser en pile, je vais dégager les étagères et mettre mes nouveaux achats au fur et à mesure qu'ils viennent, sans vraiment l'avoir calculé. Ça vient quand même, simplement que ça déplace. Et puis du coup, quand je cherche un disque, et bien selon que je veux prendre quelque chose de nouveau que je n'ai pas écouté, je vais chercher mes dernières acquisitions, ou que je veux retourner à mes goûts préférés, je vais dans des endroits différents de la bibliothèque. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est ça que je veux faire. Et il a une discothèque, sans classement, pour moi. Il classe sa bibliothèque en fonction de ses dernières écoutes. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, si je veux un peu du familier, etc., je vais en bas à gauche. Si je veux, tiens, j'ai le temps, et puis là, je vais écouter de la musique, je vais chercher des choses nouvelles, complètement hétérogènes. Il y a un truc de chansons, on passe à une musique médiévale. Ah oui, tiens, j'ai envie et j'essaye. Et donc, il a fait cette opération disco-morpho de la musique. Je me fous de savoir si c'est je ne me fous pas de savoir si c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que, en ce moment précis, je veux aimer, et j'ai construit ma discothèque qui devient, c'est assez drôle, ça devient une trace, ça devient une mémoire, une histoire de son propre goût. Ils ont des techniques. Et puis l'autre, je vais aller plus vite. C'est assez drôle, c'est un architecte très brillant, d'origine algérienne, voilà, l'appeler Ahmed pour la mode, et qui est maquillé, comme on dit maintenant, avec une charmante d'ailleurs, chercheuse en fait que je connaissais. Et donc je savais qu'ils avaient une relation bizarre à la musique. Alors lui en fait avait un projet de long terme à Lyon alors qu'il habitait Paris. Et il écoutait que des musiques, parfois un peu de rap, de l'ordinaire, etc. Il n'y a aucune formation musicale. Et il a dit à sa femme, tiens, t'as qu'à me mettre pour mes écouteurs, toi qui connais ça bien, mets-moi des morceaux que tu préfères ou que tu voudrais que j'aime bien. Et donc, il a écouté de la musique classique sans savoir ce que c'était, désigné par sa femme, vous voyez, le genre de relation, n'est pas dans le catalogue des musiques. Et c'est un architecte, et il me décrivait ça en disant, mais moi je l'associer au paysage. Donc je sais l'état de musique par cœur, je ne sais pas si c'est du Vivaldi ou du Mozart, je ne sais pas la période. C'est de la musique classique, je sais qu'il y en a que je préfère ou non, et je les associe au paysage du TGV Paris-Lyon que j'ai fait régulièrement. C'est quoi ces espaces-là? C'est écrit avec... Alors c'est assez drôle parce que si on pousse un petit peu plus l'analyse, ça veut dire qu'il a des musiques sans baptême. Pour un couple algérien bon blanc de chez nous,
ça avait un sens pour moi. J'ai pris ta musique, ma chérie, mais pas ta façon de la baptiser. Et moi, sans nom, il est assez fin pour moi. Puis c'est ce rapport assez particulier quand même avec la nomination même de la musique. C'est une expérience qui l'a poussé à l'extrême. Mais quand vous avez un copain un peu snob sur la musique qui dit, je sais pas quoi, on dit toujours du mal de Liszt, mais c'est un musicien génial, et Schumann, et là, vous faites passer de la musique sans qu'il sache. Ah bon, mais alors la musique, ça existe tant que ça? Et je croyais que j'avais mes goûts et tout, mais tant que je ne sais pas, pas les trucs les plus connus, quand je ne sais pas ce qu'est une musique, est-ce que je sais si elle est bonne ou non? Et là, en plus, il me guette, donc j'ai la trouille de dire que du Liszt est mauvais ou de dire que du Schumann est moche, parce que je joue le paradoxe. Alors ça me donne le goût, cette incertitude du goût, c'est ça la puissance de l'amateur. Donc cette idée qu'on n'a pas du coup des objets, là, et puis un goût qui serait une série d'étiquettes, une préférence, mais c'est toute une élaboration qui prend la suite, hein, mais c'est même pas la suite, je veux dire, qui s'est créée en même temps que cette première histoire que je vous ai racontée sur l'institutionnalisation, disons, l'autonomisation, la constitution de la musique comme un univers propre. Et vous voyez, tout ce qui est autonome, pur, c'est pas le bon mot. Alors, on a créé un monde nouveau d'expérience en élaborant un peu plus, en travaillant, en prolongeant, sans rupture, mais en prolongeant, en accentuant les traits, les arts. C'est pareil pour la peinture, hein, elle illustrait les évangiles, elle est devenue un art formel, les couleurs, des représentations. Et donc, aller de cette histoire, cette vision historique des choses et institutionnelle, sociologique, à cette expérience la plus intime, il y a des gens qui vous racontent la façon dont, en remplissant leur univers de médiation, les disques, les catalogues, les répertoires, les critiques, le rapport entre concert, vivant et enregistrement, il y a plein d'objets comme ça qui construisent des goûts qui se développent. Alors je conclurai là-dessus, hein, parce que du coup, est-ce qu'on est dans la sociologie, est-ce qu'on est dans la musique? Moi, ça m'est un peu égal, hein, dans ce renversement-là. C'est pour ça que je vous disais que c'était des leçons, non pas des leçons de musique, mais des leçons de la musique. C'est que on est un peu à une frontière, celle entre l'esthétique, voire la philosophie. Et là, pourquoi je dis la philosophie? C'est parce que la question qui est derrière, qui devient fragile, qui devient ouverte, c'est celle de l'être même des choses. Qu'est-ce que c'est que la musique? Et là, il y a des réponses dans des... Je vais terminer là-dessus en m'effaçant derrière quelqu'un d'autre, qui est un philosophe français qui était relativement méconnu, qui revient à la mode, évidemment, comme chaque fois qu'il a comme en musique, qui s'appelle Étienne Souriau, qui est d'ailleurs le fils d'un esthéticien, d'un historien plus traditionnel, d'un philosophe plus traditionnel de l'esthétique, et qui a fait un travail sur ce qu'il appelle l'œuvre à faire. C'est absolument splendide. C'est un petit texte, mais il a fait de la philosophie dure, hein, sur les modes d'existence, etc. Et lui s'est penché sur le statut philosophique de l'œuvre d'art. Donc voilà, des tas de choses sur l'esthétique, la beauté comme une espèce de propriété fondamentale, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. C'est la période, c'est entre... Il écrit, en fait, il pense sa philosophie pendant la guerre de 14 ans d'étranger, sans pouvoir écrire. C'est un peu fou, les philosophes aussi. Et il dit, donc, j'ai pas les moyens de l'écrire, j'ai pris quelques notes, ça n'a rien à voir. Mais je ne veux pas aller dans la direction de la phénoménologie allemande, et je ne suis pas d'accord avec la philosophie classique, mais je ne veux pas la plonger dans ce sens-là. Il faut donner la main aux êtres en cours de formation. Les modes d'existence sont fragiles, ils sont toujours en train de se prolonger, et il dit les pragmatistes, etc. Et il dit, mais on a l'exemple. On a l'exemple. Les arts, c'est ça. C'est quoi les arts? C'est de constater qu'il existe des choses qu'on ne peut pas saisir, qui sont un appel à exister plus. Alors, je trouve d'abord la formule splendide, mais elle est aussi extrêmement évocatrice. C'est ça plutôt de répéter l'œuvre, il faut toujours la refaire différemment. C'est qu'il inverse le mécanisme. Il dit, mais une œuvre, c'est une œuvre à faire, toujours à faire. Rien à voir avec le fait que maintenant, vous ne pouvez pas avoir une exposition dans un centre d'art contemporain sans que vous deviez appuyer sur des bidules, parce que l'œuvre, c'est vous qui appuyez sur des bidules, et puis ça clignote. Donc elle est ouverte, parce qu'elle n'est pas finie, parce que vous devez... C'est au contraire. Elle est si programmée que quoi que vous fassiez avec, vous ferez l'œuvre. Elle est hyper programmée, mon frère. Non. L'œuvre elle-même appelle à son accomplissement. Et c'est nous qui devons nous mettre à sa hauteur. Donc c'est œuvre à faire.
pas non plus au sens où le spectateur, je ne sais pas ceux qui ont lu Umberto Eco par exemple, l'œuvre ouverte, il dit qu'un texte, il faut qu'il soit lu. Et c'est le lecteur qui fait le texte, parce qu'on prolonge, on suppose, on joue avec. C'est très astucieux, hein. C'est pas ça non plus. C'est l'œuvre comme exigence. Alors ce que ça a de génial pour moi, après on pourra discuter, c'est que ça met le créateur, à nouveau comme ça met le créateur et l'amateur sur le même plan. Que vous soyez amateur ou que vous soyez créateur, c'est pas vous qui décidez. C'est cette chose bizarre, c'est pour ça que c'est un cours d'ontologie, ce sont des êtres. Il y a des êtres qui ne sont pas saisissables, qui sont hors de vous, pas au-dessus, ciel là-haut, ils sont on peut les matérialiser, on doit faire tout le boulot, mais c'est eux qui appellent. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel compositeur, il n'est pas en train d'être une machine, surtout peut-être une machine à calculer qui va vous produire une œuvre qu'il a déjà conçue. Demandez à n'importe quel compositeur. Mais non, je ne sais pas, avant de commencer. J'ai fait des esquisses. C'est pas très bon. Et puis à un moment donné, ça prend. Ça prend. Et si ça prend, si je suis rigoureux, je travaille. Et alors, Souriau a des formules splendides. Il dit donc cette espèce d'exigence absolue, extraordinairement précise. Elle vous taraude la nuit, mais elle ne donne aucune réponse. C'est nous qui devons faire tout le boulot de cette œuvre à accomplir, à faire grandir, à faire exister plus, qui ne donne aucune clé pour y arriver. C'est exactement la position de l'interprète. Mais essayez d'écrire un petit article de sociologie ou un petit bulletin. Est-ce que vous écrivez? Ou est-ce que ça écrit? Est-ce que ce que vous devez faire, tiens, je vais faire le compte-rendu d'un voyage qu'on a fait pour aller picoler dans le Bourgogne, et puis on m'a dit, tiens, et ben voilà, au premier mot que vous écrivez, vous êtes dans cette situation-là. C'est pas vous qui avez calculé puis qui mettez ça en boucle. C'est le fait même d'écrire qui dessine une forme, qui prend sa cohérence, qui peut être philosophe, c'est pareil pour les idées, qui prend sa forme et vous vous battez avec ça, et vous qui devez lire ça, vous voyez d'ailleurs c'est pour ça que c'est dur, et ça écrit. Donc ça devient intéressant. C'est ma leçon de musique. La musique c'est ça. Il n'y a pas un point final, ça ne veut pas dire que c'est indéterminé, ça veut pas dire que c'est nous qui projetons sur elle, bien au contraire. C'est cette série d'existence. Je donne des exemples amusants. Hein. L'exemple classique, c'est celui du scooter. Alors, ce scooter, c'est bien parce qu'il enlève. Oui, mais s'il enlève trop, cap, c'est cassé. Le marbre. Et donc, il a cette contrainte de l'œuvre à faire, sauf que pour un rien, pour un coup de marteau, il effondre l'œuvre. Et classiquement, on dit, ben voilà, tout fait. Et puis, il redescend à 4 heures du matin, il y en a, tac, tac, depuis couche. Ça y est. Et c'était une expérience qui est un petit peu romancée. Mais c'est ça, la création. Je vous signale qu'en musique, ça existe. Parce que Beethoven, pour l'un des plus beaux mouvements qu'il ait jamais écrit, le mouvement lent de la sonate de l'enclavir, qui est plus sérieux, le mouvement fa dièse mineur, qui est aussi longtemps entre fa dièse mineur et de dièse majeur en répétant des notes, qui dure 25 minutes, ben, il a fait exactement ça. Il a envoyé la partition chez l'éditeur de la leur clavier, en sachant que les furieux autour d'elle qui sait qu'il va jouer 45 minutes de musique injouable. C'est celle-là, c'est du Beethoven, et puis le mouvement lent. Et bien le mouvement lent, c'est La, Do, Tang est le premier accord. Ben, il n'avait pas mis la Do. Et il a couru ajouter ces deux notes sans accord qui lancent, comme une espèce d'anacrouse, qui lancent les accords après, qui vont chantionner. Il y a une impression d'oscillation de tout temps, c'est jamais si on passe de la dominante à la tonique à la dominante, ben oui, pour lancer ça. Et là, l'œuvre est sinon accomplie, elle a suffisamment accomplie. Il disait des choses plus drôles comme Wagner n'est pas. C'est pas inspiré de son amour pour Cosima, le pianiste, pour écrire Tristan et Isolde. C'est pour écrire Tristan et Isolde qu'il est tombé amoureux de Cosima. C'est pas sûr. Donc pour se mettre à la hauteur des œuvres. Se mettre à la hauteur des œuvres, on est à la limite d'une dimension quasiment éthique, hein, mais c'est l'ontologie pure. Voilà, cet être-là. Donc il était malin sur il disait tout le monde va me prendre pour un esthéticien parce que je parle des œuvres d'art. C'est l'inverse. Je constate dans l'expérience qu'il y a des œuvres d'art. Il n'y a pas toujours eu. On a créé ça. Ces œuvres d'art, si elles existent, il faut bien rendre compte de leur ontologie. Ce qui fait l'âme, œuvre comme appel sans réponse, et dit mais ça ne concerne pas seulement les œuvres d'art. Et donc c'est la dernière leçon de la musique. Mieux on comprend la musique comme ça, non pas dans son autonomie,
mais dans cette espèce d'ontologie de l'appel pluriel d'expérience toujours à renouveler, plus on peut la transposer à d'autres modèles. Et ça le moins c'est dans les années 40, hein, donc on n'a pas d'écologie, il n'y a pas d'environnement, de biodiversité qui disparaît, d'environnement fait de gaz et tout, mais il dit le moindre oiseau, la moindre fleur dépend, aucun être n'est complètement accompli et dépend du regard de tous pour atteindre à plus d'existence. Il n'y a pas non-existence ou existence, il y a plus d'existence qu'on peut accomplir ensemble. Voilà une bonne définition de la musique. Ben, je vous remercie. Je suis conscient aussi que je parle vite, il y a des formes universitaires. De temps en temps, je fais semblant de ralentir, de donner des exemples concrets pour faire semblant de. Moi, le professeur, mais bon, ça ne fait pas. Et j'essaie de donner des exemples. Donc, vraiment, je dis ça pour casser aussi l'éventuelle glace. Les questions les plus belles sont toujours les meilleures. Donc, ça. Aussi bien demander une précision que faire un commentaire, que parler de votre propre expérience, voir si ça vous dit quelque chose. Si ça vous présente la musique de façon un peu différente, c'est un peu ça que je veux faire. C'est aussi continuer l'expérience. Vous avez des expériences musicales, c'est pas la musique là et puis j'y connais rien, ou bien j'étais le goût. Qu'est-ce qui se passe pour moi, oui. Pourquoi dans votre évocation de Bach, vous n'avez pas du tout parlé de l'arrivée du tempérament et du changement des accords des instruments? Si, c'est trop technique. Si, j'ai fait allusion quand je dis que à partir du moment où on jouait avec l'orchestre, etc., il fallait bien se décider à faire des accords ensemble. On faisait raccorder les notes. Et Bach est au centre de ça, vous avez raison, pas comme ce qu'on croit. Hein. Quand j'étais jeune, on appelait ça le clavecin bien tempéré, le piano bien tempéré, le clavier bien tempéré. Le clavier bien tempéré qui est devenu le clavier bien tempéré maintenant, en disant bien égale égal, en supposant que bien égale celui du piano, ce qui est faux. Bien tempéré pour Bach, ça veut dire tempéré correctement. Ça veut dire que dans ce mouvement qui est en gros d'accords très justes, mais dans une tonalité que dès qu'on se déplace un peu, ça fait très faux, on essayait de trouver des accords tous faux, mais qui trouvaient des composés, mais en respectant la tierce majeure juste, ou la quinte majeure juste, ou la quinte juste, ou des combinaisons entre les deux. Dans certaines tonalités, ça colle, puis à un moment donné, ça ne colle plus. Pour ceux qui sont un tout petit peu techniques, si vous faites Do, Sol, Ré, La, Mi, ben vous obtenez la puissance cinquième de 3. Vous divisez les cordes par 3. Et puis si vous divisez la corde par 5, vous faites un Mi, qui est lui, fréquence cinquième, ben les 5, les puissances de 5 et les puissances de 3, ça ne se rencontre jamais. Donc le Mi cinquième quinte de Do et le Mi tierce majeure juste de Do, c'est pas la même note. C'est ça le tempérament. Comment on fait? On fait des compromis. Le tempérament du XVIe siècle au XVIIIe siècle, c'est des bons tempéraments, allant plus vers l'homogénéité ou plus vers, ça c'est les Allemands, nous plus, les Français, plus vers des tonalités expressives. Ah ben oui, du coup, Fa majeur est différent de Ré majeur. Et puis il y a des frottements, tiens, on va les utiliser musicalement, les tonalités fausses pour faire pleurer, gémir, on veut dire la mort, et bien on va se servir d'une tonalité fausse, trouver des compromis, mais petit à petit, plus on module en gros, parce que dans Do majeur vous étiez, plus vous allez un petit peu en La mineur, puis un peu en Ré mineur, puis on était bon. Hein. Ah oui, mais quand dans Bach, même 1700 ans, même dans Rameau, on change de tonalité. Alors là, quand on est complètement fou sur Si majeur, parce qu'on était parti en Do majeur, on est embêté. Et donc, petit à petit, et ce que fait Bach, avec un tempérament, c'est controversé, mais un peu polémique, avec un Werkmeister, je ne sais pas quoi, c'est d'aller vers le tempérament le plus homogène. Je vais vous prouver qu'on peut écrire des pièces dans toutes les tonalités. Et donc, ça a été Bach. De Fa, majeur, mineur, donc une fois c'était surtout pour montrer ça, donc c'est le plus connu. Puis après, je veux dire quand même, on peut aussi composer des airs différents, complètement différents. Juste un petit prélude, une petite fugue, vous allez voir qu'on peut faire des musiques très différentes. Et le deuxième livre, pour ceux qui cherchent des vins plus sophistiqués puis des vins plus faciles, deuxième livre du clavier bien tempéré, écrit évidemment dans la période non religieuse 1725-1750, fait de la musique pour les générations difficiles. Voilà. Et donc le tempérament fait complètement partie de cette façon de... Mais c'est bien plus simple que ça, les orchestres avec chacun leur là. Ah ben oui, homogène. Et
puis qui monte, parce que chaque fois qu'on a utilisé un La, mais du coup on s'habitue, si je fais un tout petit peu plus, ça fait plus brillant. Et puis vous croyez que vous jouez de la musique tempérée, et vous avez déjà vu un chanteur faire une racine cinquième de Do, de 2. Ben non, les racines cinquième de 2, ça se chante pas. Et puis les trompettes, elles n'ont pas la même façon de s'accorder que les pianos et que les violons, qui sont musicales juste. Donc on n'est pas tempéré. Donc l'oreille a appris à composer avec des orchestres qui mélangent 5 ou 6 tempéraments en même temps. Et puis on joue là-dessus, parce que évidemment le cerveau corrige, donc l'expression comme faisait le... C'est une affaire compliquée, mais qui va tout à fait... C'est tout à fait un des étages de ces couches de constitution, parce qu'au fur et à mesure qu'on donne plus d'autonomie à la musique, on a besoin, en effet, que le langage musical, très mauvaise expression, cette machinerie des notes, prenne une cohérence qui nous permette de moduler, d'aller n'importe où et d'aller plus loin, d'augmenter aussi la longueur des musiques. C'est-à-dire entre les chorales de Bach ou les petits airs de Bach qui ne durent jamais plus de 4 ou 5 minutes, et puis les mouvements de Wagner, je ne sais pas si on a gagné, mais en longueur, on a gagné, parce que la tonalité change de sens. C'est qu'on n'est pas dans une tonalité. Dans Bach, on est dans une tonalité qu'on joue, puis on module le La. Des Schumann, c'est pas ça. Schumann se sert des tonalités pour faire des contrastes. Alors quand il y a des contrastes, là j'ai démarré en Do majeur, mais d'ailleurs, vous avez très peu d'éléments de Do majeur, c'est par les appoggiatures que je fais en Do majeur, paf, il y a un La bémol majeur, alors c'est quoi? Il y a modulé, qu'est-ce que ça va devenir? On cherche, il passe par là, même. Ah oui, mais sol do, on va y revenir. Voilà, le début de la fantaisie pour piano, c'est des plages. Et pour analyser ça, il faut regarder des plages de 32 mesures, 36 mesures. Alors évidemment, le pianiste moyen qui dit Schumann c'est romantique, donc on fait la sol fa mi mi ré en mettant des accents. Non, il vaut mieux comprendre la progression de cette phrase immense que développe cette harmonie liée à la tonalité. Donc en effet, c'est un peu une autre façon de dire cette histoire, c'est de voir ce côté superposition de couches, l'histoire méline, vous avez l'histoire de l'orchestre, l'histoire de tempérament, l'histoire de l'harmonie elle-même, l'histoire d'écriture, le retour. Dès qu'on a stabilisé l'harmonie, on peut multiplier les mélodies, pas l'arrivée. Et une autre conception de la mélodie que celle de Bach. Ça, on voit bien que ce n'est pas du même ordre, une mélodie d'un opéra romantique ou une mélodie de Bach pour prendre des périodes très proches. Et puis l'école, les limbes, les coups, les disques. Et c'est toutes ces histoires ensemble qui créent cette espèce de couche de réalité en extension que les amateurs vous soulignent. C'était une brève réponse à une question. N'appuyez plus sur le bouton rouge ou sonnez la cloche. Oui. 2 questions brièves. Et des vraies réponses. Pouvez-vous redire le nom de ce philosophe père et fils de l'inachèvement, etc. Étienne Souriau, S-O-U-R-I-A-U. S-O-U-R-I-A-U, pas O-T. Souriau. D'accord. Deuxième question. Vous avez montré à quel point ces médiations musicales peuvent aller dans le sens de la complexité institutionnelle, organisationnelle, musicale, instrumentale, corporelle, etc., etc. Est-ce que vous avez fait bouger le curseur dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la simplification, voire de la disparition des médiations musicales dans certaines traditions religieuses, je pense à certaines traditions calvinistes, ou dans des traditions de l'islam, où alors là, la musique est complètement évacuée. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, j'ai fait un peu allusion avec la querelle de Bach, mais en même temps plutôt du côté de celui qui poussait la complexité. Mais je pense qu'une façon, il y a les traditions même, alors si on ne rentre pas dans un objet, c'est pas de la complexité, c'est que cette espèce de superposition de couches qui s'appuient les unes sur les autres pour exister plus. Pensez à des objets plus triviaux, parce que l'art, il y a une espèce de truc qui nous fige un peu, enfin, dans le respect, pour des bonnes raisons, étant donné l'immensité de l'invention humaine là-dessus. Mais prenez le vin, par exemple, où il y a aussi une immensité. Si vous ne vous intéressez pas au vin, vous ne trouvez pas ça mauvais, mais bon, voilà. Donc, cette dimension-là, plus limitée de l'expérience, c'est pas celle que vous visez. Elle est moins intéressante, de toute façon, parce qu'on y accorde moins d'intérêt. En revanche, que dans ce modèle-là, à la Souriau, de cette espèce d'accomplissement des choses, ça n'aille pas vers une complexité, je rebondis sur votre mot, supérieur. Ça garde tous ces étagements. L'affaire est compliquée, et l'histoire est longue. Mais l'œuvre idéale, et Souriau lui-même, vous avez fait penser dans l'article que je citais là, du mode d'existence de l'œuvre à faire, signale que pour beaucoup d'artistes
qui eux, parviennent à leur œuvre. Ça va dire, j'ai donné des amis. Mais dans leur œuvre, au masculin, l'ensemble de leurs œuvres, avec ce jeu masculin-féminin qui est amusant, très souvent, ils ont ce mécanisme-là, c'est-à-dire l'œuvre qui va devenir une espèce de symbole de leur art, et pas la plus compliquée, c'est celle qui retrouve une certaine simplicité. Oui, ce thème-là, celle-là, elle est une espèce d'évidence de ces mots-là, qui, bon, on voit bien tous les liens aux autres, et là, paf, taper dans le mille, pour dire ça plus vulgairement. Et ça, c'est bien une opération de ce type-là. C'est-à-dire, c'est pas parce que une musique peut être extrêmement savante ou venir avoir été produite par une élaboration incroyable, qu'elle n'arrive pas à des moments d'une grâce, c'est toujours aux frontières de la religion avec ce vocabulaire-là, mais d'une grâce exceptionnelle, un peu le mouvement de la clavier, hein, pour Beethoven, avec pratiquement 2 accords, il fait une pièce entière avec 2 accords, ou dans la Passion Saint-Matthieu, par exemple, tout près du Barabas, hein, il y a exactement l'inverse, un accord do, la, fa, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da. Les accords, fa mineur, do majeur, et donc c'est trouver ces petits moments, et pas que ça, hein, trouver ces petits moments de grâce qui font souvent aussi les tubes des auteurs qui ne sont pas très contents. Ben oui, ils ne sont pas très contents, mais est-ce que c'est eux que les raisons? Vous prenez ça sur un auteur individuel. Ouais. Moi, je pense ça sur Oui, d'un côté beaucoup plus collectif. Ouais. Il y a des groupes, il y a des sociétés qui n'en veulent pas. Non, ça je sais. Alors, vous avez exploré ça, si vous dites quelque chose ou rien du tout. Je note, oui, parce que c'est intéressant de voir quelque chose, mais pas par rapport à autre chose qui ne va pas dans le même sens. En musique, ça fait pas de tilt, mais pas comme une réponse, une contradiction, hein, parce que oui, au sens. Moi, je suis anthropologue africaniste, vous avez parlé de l'Afrique. Et il y a de très nombreuses sociétés africaines dans lesquelles il n'y a pas d'initiation, zéro initiation, contrairement à ce qu'on croit. En général, des sociétés très hiérarchisées dans lesquelles, justement, on ne veut pas que les classes d'âge passent au niveau adulte. Et donc, on s'arrange pour filtrer cette affaire-là. Et il y a aussi des sociétés qui sont, je dirais, très peu musicales. Non, c'est vrai. Mais c'est... directement sur la musique, je répondrai, je ne vais pas utiliser ça, sauf en voyant ce que pouvait donner Grégorien refait. Le Grégorien est un cas intéressant, parce que oui, absolument. Le Grégorien du Moyen-Âge, et puis il y a Grégorien de Solesmes. Et Solesmes, le premier but, c'est celui-là. Il ne s'occupe pas tellement de retrouver, comme on va faire après, les voix un peu rondes du Moyen-Âge. Au contraire, c'est moine châtré, une seule mélodie, etc. Et là, c'est de la musique, c'est de la musique, mais qui cherche au contraire la simplicité la plus totale. Les compositeurs qui avaient fait de l'envie cherchent une monodie non accompagnée, alors qu'ils ont fait l'état d'harmonie compliquée, ils cherchent aussi ce moment-là. Donc là où ça m'évoque plus directement quelque chose, c'est plutôt ce qu'on appelle mal philosophie, mais qui sont plutôt des espèces de sagesse, notamment extrêmement orientale, qui sont presque toujours sur ce geste zen, c'est plutôt l'image de l'archer, quoi. Faire tous ces gestes pour que, juste à un moment donné, sans qu'on l'ait décidé, la flèche parte, et non, c'est pas moi qui décide. Il y a un autre endroit où je trouve que ça évoquerait, on rapporte plus de la technique hein, que de ce que vous dites, mais j'ai travaillé avec des chanteurs, et le chant, il y a bien quelque chose comme ça, pas tout à fait ce que vous dites, hein, mais un autre aspect, cette espèce de simplification sur des tas de choses faites. L'avantage du chant, c'est qu'il y a moins cette séparation, hein, donc à un moment donné, c'est vraiment le souffle, puis il met le souffle, ah oui, mais attendez, le son, c'est pas pareil, on met la gorge, et puis après on s'occupe plus de la gorge, quand il est devenu un appareil phonique, et puis selon les moments. Et donc ces espèces de variations-là, elles arrivent très souvent à un point où on ne parle même plus de musique, là, on est ce truc, chanteur, là, oui, c'est bien parce que c'était cet accord de Debussy sur ce truc qui demande de ne pas chanter d'ailleurs, on enlève, et Debussy ça ressemble à ça, hein. Par rapport à l'opéra, non, je ne veux pas des voix couvertes, je ne veux pas plein de timbres, c'est l'extase, juste le timbre minimum, tout droit, il détestait les chanteurs, donc ce travail d'épuration vers une chose simple, et fait partie, je pense, mais pas plus dans le jeu, tel que vous le présentez là, comme je vois plutôt ça comme une surperformance de cette simplicité de l'œuvre à faire. Et dans l'autre sens, on voit bien que celui qui cherche indéfiniment à complexifier les choses, il arrive dans des œuvres qu'on dit oui, c'est intéressant, mais il manque une espèce de simplicité. Donc, cette simplicité comme couronnement, elle me dit quelque chose, oui.
L'avantage d'avoir aussi l'habilité entre une définition purement esthétique, les langages et tout, et puis ce que ça cherche. On ne cherche pas la complexité, on cherche des espèces d'accomplissement, de mouvements d'aboutissement que la musique provoque. Ça peut être fait de façon plus ou moins sensuelle. Je pense que sur un registre strictement sensuel, les amateurs d'opéra, c'est souvent ça. Parce que moi, on a un exemple au hasard qui vient plutôt de la musique, la vraie, l'instrumentale, l'harmonie, Schumann, Bach, etc. L'opéra, très longtemps, il est considéré comme une musique. Bon, après on se dit oui, je peux faire des choses très belles avec de l'opéra, etc. Mais le vrai amateur d'opéra qui s'occupe juste du contenu de sa soprano, ça me laisse perplexe. Ben oui, mais j'ai en partie tort aussi. Alors lui, s'il cherche autre chose, et c'est autre chose, il a quelque chose d'épuration. Ce rêve de la soprano avec la voix, dont on n'entend plus les voyelles. Dans les suraigus féminins, on ne distingue pas très bien les hommes, ils sont meilleurs dans le lit allemand parce qu'on entend la différence entre le lit là-haut. Mais qu'est-ce que c'est là-haut, hein, les grands amateurs qui aiment la voix de la Calas pour la Calas ou des suraigus de Puccini. Qu'est-ce que c'est? Et ça ressemble à ces espèces de pointes, de sommets, ou de direction, de tangente, de point tangente vers laquelle on est appelé. Mais c'est intéressant de travailler, parce qu'intellectuellement, mes outils sont. La médiation, c'est bien pour la dépasser, mais ce dépassement n'est pas. C'est pour ça que j'ai abandonné les mots. Je vais faire. Oui, c'est ça. Accomplissement jamais abouti, quoi. Une chose comme ça. Comment est-ce qu'on cherche? Ça y est, j'ai toute la musique, elle est dans ma discothèque. D'ailleurs, j'ai besoin d'écouter. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut bien relancer quelque chose qui n'est pas forcément dans le. Ça vous me fait penser à un très court amateur. C'est marrant, d'autres questions finalement. Plusieurs trucs. J'ai interviewé, quand j'ai fait mon étude sur les amateurs, j'ai comparé, j'ai beaucoup évidemment interrogé des musiciens et d'autres genres, parce que je n'ai pas du tout développé, mais aussi d'autres objets, d'autres domaines. Et en particulier le sport. C'est très agréable parce que ça enlève le côté un peu surmoyé, un peu terrorisant de l'art, hein, et avec des choses extraordinaires. Hein. Un brave gars de banlieue là, qui travaille avec ses sprinteurs et qui disait à son voyou de banlieue qui doit parler 3 mots de rap, il disait ne cours pas. Il disait je sais, ne cours pas, dès qu'on court, on bloque. Puis tous les chanteurs savent ça, hein, si on chante un peu plus fort, crac, on bloque, ou laisser aller, etc. Donc là, ça va tout à fait dans cette direction. Et lui, je veux dire, hyper cultivé, enfin, comme tous les dans l'état, hein, il me disait, mais je ne sais plus ce que j'aime. Ça ressemblait à ce point que vous atteignez aussi, je pense. Enfin, il ne disait pas du tout ça à la Bourdieu, du genre, bah, évidemment, comme tous les goûts sont arbitraires, finalement, on croyait qu'on aimait des choses, mais quand on regarde bien, finalement, elles se valent toutes, c'est arbitraire, pas du tout. Il disait, mais au-delà de l'expérience, ça veut dire que j'ai suffisamment développé de compétences, d'attention, pour mettre tout sur le même plan comme des expériences qui peuvent arriver. Et d'un seul coup, voix rauque dans un cabaret peut me toucher autant que l'ensemble des opéras de Wagner, pour prendre un exemple. C'est une espèce de surattention à ce qui arrive à l'événement. Et je pense, pour définir un amateur, c'est bon, ça fait des ponts entre des sociétés assez lointaines et au contraire la pointe de nos sociétés modernes, mais je pense qu'ils ne sont pas arbitraires. Hein. Tu vois, en effet, de retrouver aussi dans cette œuvre, en fait, cette impression de retrouver une des choses éternelles. C'est un peu absurde d'un point de vue historique, parce que les contextes sont très différents et tout, mais si on comprend ces espèces d'appels, ces choses en creux qui n'ont pas de contenu, mais qui pourtant sont là, c'est moins absurde, je pense. Peut-être prendre d'autres moyens, mais trouve des choses communes. Oui, c'était 2 questions courtes, mais. Questions. J'aime bien parce qu'elles sont sur le. Il y a un autre philosophe que j'aime bien, qui est mal compris, parce qu'il y a un retour du pragmatisme. Alors, le pragmatisme, c'est pas ce qu'on dit à RTL ou à TF1, si quelqu'un n'a pas de principe, c'est européen, il a une attitude pragmatique. Ça veut dire qu'il sait surtout que. Bon. Non, c'est pas ça le pragmatisme, c'est les choses jugées par leurs effets. Donc les effets ne sont pas donnés. Donc il n'y a pas de philosophie plus responsable. Non, vous avez bombé, vous avez des principes. Qu'est-ce que ça produit? Sans qu'on sache ce que c'est. Donc vous êtes responsable de tout ce qui arrive. La philosophie est responsable. Eh bien, James son autologie plurielle, il se bat exactement sur
ce même genre de définition du monde. On n'est pas dans un espace euclidien avec des choses qui arrivent. On est dans des couches de réalité loosely connected. Moi j'aime bien quand un philosophe est capable de dire que des choses sont lâchement reliées. Et ben oui, ben la musique. Les disques, ben oui, c'est pas les partitions, l'histoire des compositeurs, nos amours de jeunesse, maman qui nous a fait écouter ce disque, ben oui, c'est des réalités qui s'appuient les unes sur les autres, qui sont reliées, mais qui ne dépendent pas les unes des autres, et qui tissent notre expérience, qui voit comme dans des couches de réalité plurielles, sans extérieur, hétérogènes, loosely connected, vaguement connectées, et qui dépendent, en effet, de notre soutien pour s'étendre ou mourir. Alors pour la politique aujourd'hui, ça ressemble à ça. On ne sait pas trop où on va, il faut s'appuyer pour produire des mondes à venir. Oui. Je ne sais pas si ma question est à propos, mais est-ce que la passion musicale est compatible avec le refus de l'éclectisme? Ah oui, je crois que ça, mes histoires d'amateurs, au sens précis des recueils finalement d'expériences diverses que j'ai rencontrées en fait, ce genre de mots, ou bien on n'aime qu'un seul genre, ou bien on n'aime qu'un, sont très très faibles. Parce que c'est une histoire quand même de mots mobiles. Les expériences, c'est pas ça. C'est moi j'ai aimé que ça à un moment donné, et puis un autre m'a dit, je ne sais pas plus qu'on écoute, et puis d'un seul coup un autre, mais que j'estimais pour autre chose. Alors ça m'a ébranlé, et puis j'ai écouté 2 fois, et puis j'ai bougé. Et puis ces espèces de morphologie variable, avec le moment d'extension où on écoute plus de choses, d'autres moments où on se concentre. Moi j'ai des rockers qui m'ont dit, mais avec des techniques d'écoute, qui disent, moi je me force à écouter 10 fois un morceau pour savoir ce qu'il y a dans les tripes. C'est une technique d'audition. Alors, vous voyez, pour les morceaux très répétitifs, est-ce que ce truc c'est juste boum boum boum, ou est-ce que son son est... Ah ben oui. Et puis à d'autres moments, il dit, mais après, et au contraire, je cherchais d'autres genres pour rapporter mes sons. Donc c'est plutôt cette espèce de géographie variable, géométrie variable et ouverte de ces extensions, que n'importe quel amateur qui vous raconte des moments de sa vie, dit, à un moment donné, moi j'ai aimé que ça, et puis j'écoute plus. Ou alors c'est passé dans cette espèce de mémoire. Ça m'intéresse beaucoup la mémoire musicale. Moi, pour Malheur, par exemple, j'ai dragué ma femme avec du Malheur, ça marchait bien. J'ai écouté tout Malheur. Maintenant, j'en écouterai plus. Bon, aussi, il y avait Gurneux qui jouait écouter, mais parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour. C'est vrai ou faux, hein. Donc, à un moment donné, quelqu'un me dira, mais attends, t'as rien compris à Malheur, ou pas sûr. Hein. On a aussi. Non, c'est pas non plus complètement arbitraire. On a son propre hiérarchie, puis on finit par penser qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Et donc, oui, bon, c'était important, ça a été important pour sortir de Bach, pour avoir plus de romantique, et puis voilà. Donc ça fait un travail, ça modifie votre goût, vous entendez différemment d'autres musiques, et puis une fois ce travail fait, c'est comme le bras faire, ce travail fait que la même musique n'a pas le même sens. Pourquoi elle vous a plu? Parce qu'elle vous a fait faire cette série d'étapes. Et il y a des compositeurs qui sont très très bien pour ça, pour ceux qui aiment la musique classique, c'est des gens comme Fauré. Et Fauré, parce que vous pouvez l'avoir à l'image, le Salonard, parce que c'est trop sophistiqué en gros. Donc bon, mais j'aime retrouver mon air, dans Mozart je vois, c'est compliqué, mais enfin on voit certains trucs. La Fauré, ça a l'air de tourner. Bon. Et puis à d'autres moments, notamment les pianistes, vous voyez ce qu'on peut faire avec l'harmonie tonale. Tiens, ben, d'un seul coup, vous vous intéressez un peu plus à Fauré. Et au contraire, il devient un immense musicien. Pourtant, donc, écoutez Debussy, pourtant Fauré, comment on peut faire mieux de l'harmonie tonale qui inclut le modal, pourtant dans Debussy, il y a 4 accords dans un autre univers, puis il y a un univers qui casse plus de choses. Bon, alors d'un seul coup, Fauré redevient le traditionnel, mais plus au même sens qu'avant, vous voyez, c'est ça. Donc c'est des compositeurs qui vous font faire aimer la musique différemment, et réciproquement, vos façons d'aimer la musique différemment vous font comprendre différemment des compositeurs. Donc c'est assez différent de l'éclectisme monomaniaque. Monomaniaque, en général, c'est quand même assez mauvais signe. J'écoute toujours une seule chose et toujours la même. Et l'éclectique, c'est après aussi mauvais signe. Si ça veut dire que, vous savez, tous les goûts sont dans la nature, moi je prends un petit peu ça, puis un petit peu ça, puis un petit peu ça. Ça peut exister sous des formes, il y a des gens qui sont très sensibles aux situations. J'avais un entretien complètement raté avec la femme très musicienne
d'un sociologue avec lequel je suis très relié. Et donc, je m'étais servi de cette relation pour l'interroger. En disant, bon, alors, je savais qu'elle chantait, donc chante, tu t'aimes bien. Et de la musique vocale surtout, oui. Enfin, aussi la musique instrumentale, ça dépend. Et là, maintenant, avec le baroque et tout, tu écoutes surtout du baroque. Je dis, oui, j'aime bien le baroque, oui, du nouveau baroque, oui, enfin, ça dépend. Mais aussi de la musique classique. Donc, oui, c'est une question d'éclectisme. Et moi, sur le coup, j'ai mis ça, bon, bah, l'entretien raté, ça arrive, peut-être que. Parce que c'est la copine de mon copain, je ne sais pas. Et puis, en le disant plus tard, je dis, mais non. On cherchait ce qui fait dépendre notre goût de toutes les choses. Ben, il y a notre goût personnel, là, tiens. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que moi, j'aime pas, comme pour le vin. Et il y a ces objets constitués, l'histoire, ben, j'essaie d'apprendre. Il y a votre. Et il y a la situation. C'est ça qu'elle me disait. Je relis l'entretien, il me dit, mais moi, le soir, j'écoute ça. Moi, selon que je suis au concert ou non, j'écoute pas les mêmes œuvres. Tout dépendait. Son goût, c'était de chercher à un moment donné quelle était la musique qui convenait au moment. Et elle me le disait avec des trucs techniques. Hein. Je me suis acheté un appareil de 6 CD, donc je puise, mais sans trop regarder le clavier normal à discothèque. J'envoie, tiens, pourquoi pas. J'éteins, je me mets sur mon canapé, je passe le disque, si ça accroche pas, je passe au suivant, et puis hop, sur les 4, il y en a un, ça marche, et là. Alors, elle n'avait pas du tout ma définition du goût musical, c'est-à-dire, ça voulait dire planer, rêver, je sais pas quoi, mais bon. C'était inventer sa machine à faire une musique, qui est ça, gérer l'éclectisme, sans dire que tout se vaut, mais au contraire, tout dépend uniquement de ce moment que je veux magnifier. Chaque fois qu'on prend un de ces cas un peu extrêmes d'amateur, vous-même, là, vous avez toujours vos goûts classés de 1 à 10, et ils sont toujours dans le même. Ben non, il y a des jours où j'ai plus envie d'écouter ça. Ben voilà. C'était cet élément-là de la situation du goût qui était très bien mis en valeur. C'était aussi tirer les leçons de musique que m'apportent les amateurs et non pas faire aux amateurs une leçon de sociologie. Je ne peux pas faire des leçons, hein. Personne n'est parfait. Petite question, s'il vous plaît. Je ne suis pas armé comme vous en musicologie. L'opéra, c'est apparu en Italie, quoi, dans ce qui est. C'est compliqué. Enfin, oui, les Italiens. C'est quoi l'histoire, justement, et pourquoi c'est apparu là-bas? L'opéra, c'est très important parce que c'est le moment où il thématise une autre position que celle entre parole et musique, qui est entre la voix pour la voix et la voix pour la parole. Alors on connaît bien l'histoire française qui est plus tardive, mais c'est dans les académies italiennes que adopter la parola, adopter la musica et discuter. Alors comme on discute au 15e, 16e siècle. C'était pas quelque chose de populaire au départ, et puis après c'est devenu académique? Non, les musiques savantes ne sont pas populaires du tout. Hein. Moi je pense au opéra parce qu'on parlait tout le temps d'œuvres, d'art et d'œuvres, et je me suis dit, qu'est-ce qui Opéra, fait que c'est ça bien, apparu? oui. Non, mais les madrigalistes, qui sont une musique extrêmement précieuse, les Monteverdi, c'est pas religieux, voilà. c'est pas comme Bach, c'était pas l'aspect religieux là. Non, mais les Italiens, ils ont un rapport religieux assez, ils sont catholiques. Hein, donc Oui, les catholiques, ils savent mettre Dieu assez loin. Hein, il y a 3-4 étages, 5 étages, des institutions, des églises. On a répété, on dit qu'après le moindre des gestes, c'est Dieu est à monde côté. dedans. Voilà. Et donc, pour faire des métiers comme ça, et les musiciens italiens, qui sont les meilleurs de l'époque, hein, qui discutent du madrigal, se demandent, d'un côté, parce que le madrigal, c'est comme nos mélodies françaises au 19e, si vous voulez, c'est comment n'arrive plus faire la moindre différence entre le poème, la sonorité du poème et la musique. Et ça atteint les préciosités super. Et l'opéra s'en détache. C'est-à-dire que je vais profiter de cette technique, mais là, c'est pas pour dire des poèmes de Pétrarque, etc. Comment on dit l'amour, comment on dit Orphée et Eurydice, comment on fait du théâtre aussi avec de la musique. Et là, ils sont obligés de discuter des variables du théâtre musical. Il n'y a pas la langue qui s'y prête aussi? Pardon? En voyageant, on se rend compte qu'il y a des langues qui nous plaisent, qui nous parlent. Oui, mais il parle de ça. Hein. Moi, je sais. On va le discuter aussi. Est-ce que c'est la langue qui plaît? Est-ce que c'est la sonorité de... Et il travaille la sonorité de l'italien. Et ce qui est drôle, c'est qu'il sème les germes de ce que va devenir l'opéra français. Non, nous, on choisit la parole et le théâtre et la danse et on fait les arts. Et puis la musique n'est qu'un des ornements. Il faut absolument qu'on ait... les Français, c'est des littéraires. Il faut absolument qu'on ait les textes. Et les Italiens vont transformer leur propre opéra, parce que celui de Monteverdi est très français compatible, hein, on entend parler de ça. Et c'est oui, mais attendez, le bel canto. Alors le bel canto lui-même a une histoire. Hein.
c'est pas Verdi et Puccini, hein, c'est Bellini. Bellini, si C'est au moment où on se dit, et ça se dit le buon canto, le bon chant, attendez. Il y a dans la vocalité elle-même, encore c'est pas une variable, il n'y a pas que les mots et la musique. L'opéra, c'est le moment où on découvre, non, il y a la voix elle-même. Alors évidemment, les excès vont être là le lendemain matin, parce que dès qu'il y a une virtuosité comme le piano virtuose, c'est la même chose, hein. Une espèce d'hypertrophie d'un truc, oui, les pianos avant ils faisaient de la musique, non, maintenant, on va faire sonner cet instrument invraisemblable. La voix prend son charme. Elle retrouve aussi des accents populaires, parce qu'en revanche, pour la chanson populaire éternelle, ce jeu triple, et non pas duel, un texte, une mélodie et la voix qui le dit, n'importe quel chanteur de variété, non, ne prenez pas des cours d'opéra. Ferré, c'est pas parce que Brassens, c'est pas parce qu'ils ont fait de l'opéra, et c'est sa voix qu'on entend. L'importance de la voix, elle-même transformée, pas la voix personnelle de quelqu'un, la voix travaillée pour monter dans l'aigu. Et ils inventent l'apertura, la voix et poitrine. Jusqu'au 19e siècle, au Verdi, on chante en voix de tête aux aigus. Hein. Dans les églises, depuis combien de temps on chante dans les églises, par exemple? Ça dépend des... Là, pour le coup, ça dépend des endroits européens, parce qu'il y a toute cette bagarre. Les catholiques, il y a la chorale, les textes, le grégorien qui vient, etc. Il n'y avait pas des castrats. Il n'y a pas de bagarre. Hein. Les castrats, c'était pas en France, c'était en Italie. Oui, oui. Donc il y a déjà une culture de la voix, une culture de la performance, Ah oui, oui, oui. tout ce qui est théâtre qui arrive par derrière, le message, la poésie, comme vous avez dit. Et ça crée une espèce de résonance entre les différents courants, je sais pas. Moi j'essaie de comprendre pourquoi c'est né là, et puis c'est pas né en Grèce ou en Espagne. Ça, on dit toujours dans les théories d'invention, on dit toujours que c'est la mauvaise question, c'est pourquoi c'est né. Oui, c'est vrai, je sais pas. Il y avait quand même beaucoup d'éléments. Hein. Ben, c'était l'Espagne à l'époque quand même qui fut... Non, non. Le cœur artistique du monde de Quattrocento, donc du XVe siècle au XVIe siècle, c'est quand même beaucoup l'Italie. Hein. Les Français, quand ils deviennent les plus puissants, ils prennent un modèle, c'est là qu'on voit qu'ils sont meilleurs. Même quand les Américains disent qu'ils vont faire du vin mieux que nous, ça veut bien dire qu'ils disent que le bon vin, c'est le vin français. Là, c'est pareil, on va voir la musique italienne, on va voir la poésie italienne, on va voir les peintures italiennes. Mais c'est pas, je réponds, c'est pas un écho, je suis d'accord avec vous, hein, ça va très bien avec mon histoire, c'est pas celle que j'ai racontée, hein, mais vous prenez 100 ans avant, 50 ans avant, ce que j'ai plutôt raconté pour l'orchestre et l'harmonie, et vous avez la même chose sur la voix à l'opéra. Et l'opéra, il met du temps à se dégager, hein. Il met du temps à se dégager, parce qu'il faut ces vagues successives, justement. Hein. D'abord, c'est quand même du drama et musica. Hein. Et puis, l'opéra, il apprend de plus en plus légère, avec des vocalises, avec les castrats, et à la fin. Selon vous, le plus bel instrument, ce serait lequel? Oh oui, je la vois quand même, oui. Ah. Ben, c'est pas le plus beau, c'est celui qu'on a en nous. Donc personne ne se demande sur une voix, même classique, si elle doit être la même. Tandis que les violoncellistes, ils disent que c'est différent. Ils cherchent un son qui est sur le plus beau du violoncelle, qui est celui du violoncelle. C'est une énorme différence. Bon, il y a bien... On retrouve évidemment, c'est un peu idiot ce que dit, les touchés, les pianistes ne sont pas les mêmes, mais c'est pas le piano qui a un son différent. C'est la façon dont on touche. La voix, bien qu'on la travaille par opposition à la voix de variété ou la voix populaire non travaillée, on la travaille dans une direction incroyablement contraignante. Hein. Rien n'est naturel, hein. C'est comme au tennis. Tout ce que vous faites, c'est mal, vous faites le contraire. Et puis, vous allez vers des voix qui restent extrêmement personnelles dans un autre domaine. Donc, tous les arts ne font pas ça. Hein. Moi, je pensais que vous alliez dire qu'en Italie, c'était là où il y avait une fusion de toutes on va dire, les origines ethniques de l'époque après l'Empire romain, tout ça, et qu'il y avait donc un brassage de population qui faisait qu'il y avait une diminution à un moment. Et que mais ça, il faut se méfier de ces histoires-là. Ouais. D'abord, ces histoires-là sont toujours très ethnocentriques. Maintenant, la tendance de l'histoire, c'est d'écrire l'histoire, non pas aussi des pays autres, mais depuis les pays autres. Ouais. Il y a un bouquin sur l'Indonésie qui raconte la colonisation en disant à peu près que les Indonésiens ne s'en sont pas aperçus. Donc c'est assez drôle par rapport à la culpabilité post-coloniale, vous le savez aussi. Ils avaient échangé avec des Chinois, oui, il y avait des Australiens, ils avaient déjà des commerces, oui, ils avaient déjà des bateaux. Puis il y a quelques Hollandais qui sont venus les emmerder, puis qui a un peu de blé, puis c'est retombé. Puis... Alors, après, ça s'est considérablement gâté. Il y a nettement eu des demi-heures. Mais vous voyez, c'est un peu pareil pour la cour flamande, franco-flamande du XVe siècle. Hein. Josquin des Prix, hein, c'est pas des amateurs non plus. Hein. Il y a des tas de berceaux comme ça. Les Anglais,
Ok. Et ils ont développé la violon plus tard, ils ont développé l'art anglais. Pas il y en a très longtemps, mais et alors, ils ont développé la batterie à ce moment-là. Et la musique est aussi. C'est des mélanges quand même compliqués, hein, je veux dire. La musique, c'est un art politique aussi. Oh oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez vu les séries de reportages sur Arte sur l'histoire de la musique, où ils parlent du blues, du rock et tout ça. Il y a des choses où derrière, on se rend compte que faire disparaître certains. J'étais très vite là-dessus parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt le fait qu'est-ce que ça veut dire que de l'avoir séparée, parce qu'après elle peut retourner à des C'est ça, elle revient. Mais en revanche, danse politique, les opéras de Lully, avec les scènes de Jupiter qui descend sur Terre, dans la cour, on voyait très bien ce que ça veut dire. Hein. Macron, ils sont très contents avec les opéras de Lully. Hein. J'ai rien dit. Donc la dimension, ce qu'on dit, c'est la dimension rituelle, celle de notre ami qui est parti là, qui est la première. C'est pour entrer en contact avec les dieux, passer l'âge adulte, enterrer les personnes, marier, etc. Puis la dimension sacrée, plus religieuse, et en même temps la dimension politique. D'abord très liée au sacré, puis quand elle se sépare, en se dégradant, c'est des musiques pour célébrer le politique, en général, c'est assez fanfon. Hein. C'est les hymnes, même dans lui, c'est pas le meilleur. Hein. Après, il est très bon dans lui, mais. Ça marche bien. Et puis l'hymne à la joie, qui sert de symbole à l'Europe, qui a servi aux nazis, qui a servi aux républicains. Il y a une force immunique qui se sert de la politique. Les autres fonctions, c'est là-dedans. Là, je fais que des fonctions assez officielles et politiques. Ouais. Et l'autre, c'est la danse, on peut dire. L'érotisme, qu'on retrouve dans la musique populaire. Je vous parle de musique classique, mais pour la plupart des gens, la musique populaire, quand on ne connaît pas bien, c'est d'abord le boom de la soirée. Hein. De la danse, donc le rythme, le son, et tout ce que. Vous voyez, ces variables que vous déclinez, paroles, musique, on est déjà dans un monde ethnocentrique. Non, pour la plupart des gens, c'est des rythmes et de la voix, et des sons. Des sons forts, des sons d'instruments. Le fait d'accorder de l'importance d'abord à l'harmonie, aux notes, aux gammes, etc., c'est très particulier. Oui, ça c'est intéressant. Vous avez plutôt un écho. Je suis content d'avoir pas du tout parlé des musiques populaires. Hein, et c'est très intéressant de voir les deux qui se définissent l'un par l'autre. C'est pas deux trucs séparés, c'est pas les emprunts. En général, les emprunts sont très mauvais. Hein. Quand Barbara Hendricks joue du blues, je sais pas qu'elle joue de Barbara Hendricks. Et puis Patti Smith, tu fasses du blues. Mozart l'Égyptien, c'est un exemple. Moi, j'ai pas aimé. Ah oui, là, c'est pas raté là. Je sais pas, ça. Enfin, oui, non, autant. C'est beau, mais. En revanche, qu'il y ait évidemment, toutes les danses du XVIIIe siècle sont des danses savantes, qui viennent de danses populaires, mais c'est aussi fou de dire qu'elles sont populaires, comme si une chaconne ou une pavane ou des mouvements de branle des suites françaises au clavecin sont des morceaux populaires, il n'y a pas plus sophistiqué, plus musique de cour. Ah oui, mais ça vient de structures populaires qui elles-mêmes ont repris. L'opéra fait ça. L'opéra, il a l'avantage d'être plus à cheval. C'est vrai qu'il y a c'est moins une construction aussi élaborée, intellectuelle, etc., formelle, que de la musique romantique, par exemple, de quatuor. Et du coup, des airs d'opéra qui deviennent immédiatement des airs populaires, c'est possible. Et on peut aimer Puccini sans aimer Beethoven et Schumann. Il y avait des vrais univers différents. Donc il est intéressant l'opéra pour ça. Mais les 9/10 de la musique, c'est pas ça. Bon, en tout cas, il y a eu des échos. On pourrait passer la nuit là. Mais écoutez, j'espère que je me suis fait pardonner mon entrée en matière un peu catastrophique. Ça m'a fait réaliser comme il marchait au départ, j'ai pas pris de papier, même j'avais ni votre mail, ni j'ai demandé à quelqu'un pour téléphoner à la oui, on est un peu moi je n'avais même pas demandé votre mail. J'avais une réunion avant, parce que sinon je l'avais fait avant. Bien sûr, voilà. Écoutez, merci. C'est peut-être un atavisme parce que je suis terminé au conservatoire. Oui. J'ai demandé à la gare au sens littéraire. Après, je suis remonté, j'ai dû aller pas très loin du centre littéraire, un peu de mémoire. Donc, je suis revenu.